Bonjour, merci pour cette invitation déjà. Et alors juste deux mots pour présenter aussi Greppi. Donc personnellement, je viens en fait du monde des mathématiques, d'ailleurs à Paris 7, de la recherche en mathématiques. Et je me suis réorienté vers des choses qui étaient plus en adéquation avec l'écologie. Progressivement, alors au départ, et ça explique aussi un peu cette approche, c'était plus une orientation vers l'économie. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui n'est pas la nommée, Jacques Richard, qui m'a convaincu et que l'aspect à la fois comptable et entrepreneurial était très intéressant pour les problèmes écologiques. Donc, un peu là où j'en suis actuellement, donc je suis en train de terminer une thèse en comptabilité socio-environnementale. Parallèlement, en plus, j'ai eu la chance d'être militant pendant plusieurs années chez les Verts et de pouvoir voir aussi comment se créent des programmes à l'intérieur, programmes économiques à l'intérieur des Verts, ayant participé à plusieurs commissions programmatiques économiques en interne. Greppi, donc le groupe de réflexion sur l'écologie politique et son institutionnalisation, a été fondé en 2010, notamment à partir de personnes qui étaient chez les Verts et Europe Écologie chez les Verts, dans une volonté de réfléchir à ce qu'est l'écologie politique, mais à partir d'un axe très clair qui est que l'écologie politique est une théorie politique à part entière, premièrement. Et donc à partir de ce moment-là, la question est de définir ce qu'est l'esprit de l'écologie politique pour pouvoir en déduire un certain nombre d'institutions et d'instruments pour pouvoir justement mettre en place une véritable politique écologique. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait actuellement chez Greppi. On essaye de faire. Alors, donc cet exposé se veut comme une sorte d'introduction à un débat sur l'articulation entre l'écologie politique et l'entreprise. L'orientation de cet exposé est la suivante. C'est que je vais commencer par expliquer en quoi en fait l'entreprise est intéressante à penser par l'écologie politique. Ensuite, à partir de là, si on suppose que l'écologie politique donc, se saisit de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire sur l'entreprise? Donc premièrement, il va falloir comprendre ce qu'est l'entreprise actuellement. Il faut partir de là. Et à partir de là, dans cette compréhension, comment proposer donc une entreprise qu'on pourrait appeler politico-écologiste. Et en conclusion, dans un deuxième mouvement, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de dire, bon, l'écologie politique se saisit de l'entreprise, donc ça veut dire quelque chose pour l'entreprise, mais est-ce que ça veut dire quelque chose pour l'écologie politique? En quoi le fait de se saisir de l'entreprise va appeler à une certaine forme d'écologie politique? Voilà. Alors tout d'abord, très rapidement, un constat assez clair qui est que l'approche écologiste actuelle pour aborder donc l'action de l'entreprise est soit d'ignorer simplement cette entité, de l'aborder que par le haut, comme un point institué dans le monde économique qu'il faudrait mettre au pas, ou éventuellement aussi créer des sortes de réserves naturelles d'entreprises dites responsables, mais un peu en dehors du monde général de l'entreprise. Bon, à titre d'exemple, si on regarde le manifeste électoral des Verts britanniques que j'ai choisi, parce que, on va dire, le Royaume-Uni est plus tourné vers le monde de l'entreprise, donc, mais même là, on se rend compte qu'on a une insistance sur la question de l'impôt, sur le contrôle du lobbying, une priorisation des entreprises locales sans expliquer exactement ce que ça veut dire, et puis la démonstration d'une impuissance de toute façon de l'entreprise à s'emparer des questions sociétales. Donc voilà, grosso modo, ce qui est proposé. Alors, pour arriver donc à penser l'entreprise, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de prendre un peu de distance sur ce qu'est l'entreprise à l'heure actuelle et d'être dans une perspective plus historique, voire anthropologique. Et là, dès qu'on se place à ce niveau-là, on se rend compte de quelque chose qui peut être étonnant, c'est que la notion d'entreprise et d'entrepreneur sont des concepts anciens, voire très anciens. Alors, l'exemple dont je vais parler un peu ici en introduction, c'est le cas de la Syrie du royaume de Babylone du second millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est un exemple très étudié, qui a été très étudié pendant tout le 20e siècle et qui continue à l'être. Pourquoi? Parce que justement, dans ces deux zones, à cette époque-là, va se constituer une économie avec ce qu'on peut appeler des entreprises.
Alors juste, la Syrie et le royaume de Babylone correspondent à peu près à l'Irak actuel, sont dans l'Irak actuel avec un petit bout sur l'Iran. Alors pour pouvoir parler d'entreprise, il faut savoir de quoi on parle. Alors c'est pour ça que des définitions qui sont adaptables en fait sur une perspective historique et archéologique ont été mises en place, notamment par l'économiste et historien Baumol, qui explique de façon générale qu'on peut définir un entrepreneur ainsi. C'est un individu qui s'engage dans une activité économique sur sa propre initiative, sur la base d'une analyse d'opportunité pour améliorer sa richesse, son pouvoir ou son prestige. À partir de là, l'entrepreneur va donc s'organiser en entreprise. Baumol va proposer une typologie des entreprises, donc encore dans cette vision historique. Il va dire les entreprises peuvent être classifiées selon leur degré d'innovation, donc est-ce que l'activité est similaire à d'autres entreprises existantes à l'époque, ou est-ce qu'elle crée de nouveaux produits, forme d'organisation, etc. Et selon donc, la contribution économique de l'entreprise à la société, est-ce que donc, ce sont des entreprises dites productives, dans un sens particulier, donc une entreprise qui permet d'accroître les moyens dont peut disposer une société, d'une façon ou d'une autre, ou une entreprise improductive qui cherche juste à augmenter sa part propre du gâteau. Il se trouve que les archéologues commencent à vraiment argumenter sur le fait qu'en Assyrie et dans le royaume de Babylone, il y a une présence importante d'entreprises innovantes et productives. Voilà. Donc, c'est ce constat-là que je vais prendre comme base pour essayer de penser l'entreprise. Alors, il faut bien voir que si on parle d'entreprise, il y a évidemment des ressemblances dès lors avec l'entreprise actuelle, mais il y a aussi des divergences fondamentales. Alors, dans les ressemblances, on peut voir que ces entreprises étaient valorisées dans les sociétés néo-babyloniennes et assyriennes, que les études de gestion étaient en fait assez développées, voire même très développées, notamment les études de gestion comptable. Par contre, on se situe dans une opposition radicale avec ce qui existe à l'heure actuelle, notamment parce que c'est une entreprise familiale et qu'il y a des relations en fait très intimes et en fait harmonieuses avec les institutions publiques que sont le palais et le temple, et que ces entreprises évoluent dans un contexte de guerre permanente, ce qui oriente aussi beaucoup les productions. Alors ce qui va m'intéresser ici aujourd'hui, c'est la raison d'être de ces entités économiques. C'est ça qui va être motivant. Pourquoi est-ce qu'apparaissent ces entreprises? Eh bien, là aussi, on commence à avoir un certain nombre d'éléments pour expliquer que les terres de Mésopotamie du Sud, donc là où était la Syrie et le royaume de Babylone, étaient fertiles mais manquaient de matières premières, de bois d'œuvre et de pierre. Ce qui a poussé à générer une obligation de se procurer ces ressources dans des sites éloignés, et jusqu'en Turquie en fait actuelle. Et alors la qualité des sols, et ça c'est un événement marquant en Mésopotamie à cette époque, a permis l'existence d'un surplus. Et c'est grâce à ce surplus que des échanges ont pu être possibles avec ces sites éloignés. Alors au départ, ce surplus était organisé par le palais et le temple, et puis progressivement, en fait, il a commencé à avoir une délégation, et l'organisation de l'économie a été progressivement en partie confiée donc à des entrepreneurs familiaux, privés. Dès lors, il y a aussi une obligation de mettre en place des incitations pour développer cet entrepreneuriat, d'où la valorisation des entrepreneurs et la possibilité de dégager un profit privé. Alors ce qui est intéressant, c'est que la raison d'être de ces entreprises provient donc d'une nécessité sociale impliquant la survie même des individus, premièrement, ainsi que d'un choix à ne pas recourir à la guerre pour obtenir les ressources manquantes, ce qui était aussi une possibilité à l'époque aussi assez utilisée. Donc on en revient à la question, qu'est-ce qu'une entreprise et pourquoi existe-t-elle? À partir de cet exemple, ça permet d'avoir une autre vision peut-être de ce que peut être la notion d'entreprise. Pour répondre à cette question, il y a énormément de théories à l'heure actuelle. Les théories qui reviennent souvent à utiliser des concepts très modernes, efficacité, marché d'offre et de la demande, etc., pour expliquer la notion d'entreprise. Bon. C'est totalement inopérant quand on regarde les cas assyriens et néo-babyloniens. Alors, certains ont simplement expliqué, on n'appelle pas ça des entreprises et puis on passe à autre chose. C'est extrêmement réducteur et je le répète, à l'heure actuelle, par exemple, les assyriologues utilisent clairement le terme d'entrepreneur. On peut parler d'entreprise dans ce cas-là. Mais évidemment, ce n'est pas l'entreprise telle qu'on la conçoit actuellement. Alors,
pour essayer d'expliquer donc vraiment ce qu'est une entreprise de façon donc, historique et anthropologique, on peut utiliser les théories dites théorie évolutionniste de l'organisation qui commencent à se développer, qui est basée sur les théories darwiniennes et théorie de la complexité, et qui vont s'intéresser à comment les organisations émergent, changent et se reproduisent en interaction avec les forces de l'environnement. Dès lors, il va y avoir des suivis de trajectoires d'évolution en se focalisant à la fois sur des continuités ontologiques couplées à des variations potentielles autour de ces continuités. Ce que la théorie évolutionniste dit sur l'entreprise, c'est que déjà il y a deux mouvements qui sont mis en évidence. Le premier, c'est une compétition entre les individus donc, qui vont générer les formations d'entreprise. Et deuxièmement, ces groupes qui vont devenir l'entreprise génèrent aussi des propriétés émergentes, propres donc au groupe. Ce qui va générer après des compétitions entre entreprises, ce qui est aussi une certaine particularité de l'entreprise. Maintenant, toujours la théorie de l'évolution explique que l'existence de l'entreprise résulterait d'une solution sociale à un problème économique, celui consistant à sécuriser des ressources nécessaires à la survie des individus. Et la stabilisation de ces entités reposerait sur des mécanismes de transmission culturelle. Dès lors, un ensemble potentiellement grand d'individus différents et sans relation entre eux, et notamment relations génétiques, acceptent de se coordonner ensemble pour résoudre le problème d'accès aux ressources de manière non violente, c'est-à-dire non guerrière. Et la stabilisation de ces coordinations et les modalités spécifiques d'organisation de ce qu'on peut appeler des entreprises seraient dues à la nécessité de résoudre ce même problème d'accès aux ressources, mais là, au niveau d'une compétition entre groupes constitués, donc entre entreprises. À partir de là, on peut, donc dans cette vision-là, on peut constater qu'il n'y a pas une entreprise telle qu'on la conçoit actuellement. Il y a des entreprises qui entretiennent des relations spécifiques avec leur environnement. Ainsi, l'entreprise moderne capitaliste, telle qu'on la connaît, n'est donc qu'une modalité particulière de l'entreprise dans une société à un imaginaire spécifique, celui évidemment de la modernité capitaliste. L'entreprise, de façon générale, constitue une possibilité donc importante de pouvoir réorganiser et recomposer notre monde social et matériel, pacifiquement, entre guillemets, pour nous permettre d'y survivre et d'y vivre. C'est ce que je viens d'expliquer par l'exemple assyrien et néo-babylonien et par la théorie évolutionniste. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise dépasse son simple rôle d'agent économique dans un sens moderne, tel qu'on peut le concevoir actuellement, en étant intégrée dans les conditions qu'on peut appeler écologiques d'existence de l'humanité. Donc derrière, l'entreprise est un élément de l'écologie humaine. Dans ces conditions, l'écologie politique ne peut pas faire l'économie de ne pas penser, de ne pas penser l'entreprise. Voilà. En outre, ce qui est très intéressant, c'est que l'entreprise va poser des questions à l'écologie politique, des questions très intéressantes, à mon sens. Parce que l'entreprise est un lieu où se posent vraiment de façon très concrète des questionnements d'organisation des rapports humains et non humains. C'est un lieu aussi de questionnement sur la coordination entre humains, évidemment coordination potentiellement conflictuelle. C'est une pierre angulaire de l'économie, c'est là où se crée le surplus, donc comment on organise au niveau de l'entreprise la gestion du surplus. Et c'est un lieu où s'exerce aussi une partie de la créativité humaine qui va permettre en fait de penser des modalités renouvelées d'organisation des rapports humains-non humains et humains-humains. Alors pour reprendre une phrase que j'aime beaucoup de Bernard Christophe, qui est un grand chercheur en complexité socio-environnementale, c'est moins l'entreprise que l'homme prométhéen par essence qui organise l'entreprise prométhéenne, et donc l'homme prométhéen qui détruit. Donc le problème, c'est pas tant l'entreprise, le problème c'est l'entreprise faite par l'homme prométhéen. Donc la question n'est pas tant de rejeter ou de ne pas penser à l'entreprise elle-même, mais de reprendre la critique de la modernité écologiste à travers l'entreprise moderne capitaliste. À partir de là, que faire? On en est donc à un point où on se dit, enfin, j'argumente que voilà, l'écologie politique doit se saisir de l'entreprise en tant que concept écologique et anthropologique. À partir de là, il va falloir donc poser les bases de ce que l'on pourrait appeler l'écologie politique pour essayer de voir comment justement s'emparer de l'entreprise. Et alors, si on admet qu'un certain type de critique radicale de la modernité est une base commune aux approches de l'écologie politique, penser l'entreprise politico-écologiste oblige donc, premièrement,
à comprendre l'évolution de l'entreprise dans un imaginaire moderne capitaliste, premier point. Deuxièmement, à identifier les grandes traces de cette modernité dans l'entreprise et ses rapports à son environnement, donc tel qu'envisagé aujourd'hui. Donc on va repérer cette construction moderne de l'entreprise, on va essayer de tracer ça, et proposer à partir de ces marqueurs des pistes pour dépasser cette construction moderne de l'entreprise, évidemment dans un sens écologique. Donc premier point, qu'est-ce que l'entreprise dans la construction moderne? Qu'est-ce que la construction moderne de l'entreprise? Alors pour ce faire, on est obligé de revenir à la question qu'est-ce que la modernité? Je n'ai aucune prétention ici de faire un exposé sur la modernité. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait, des éléments structurants de ce qu'on peut appeler la modernité. Premièrement, donc, cette pensée moderne trouve ses origines à peu près au XVe siècle, bien que les racines soient beaucoup plus profondes, évidemment. Et est caractérisée par le dualisme radical entre l'objet et le sujet, qui va être décliné dans un ensemble de dichotomies structurantes de la pensée moderne. Donc cette dichotomie objet-sujet, on la retrouve dans la dichotomie nature-culture, technique-éthique, raison-émotion, etc. Donc il va y avoir vraiment des clivages fondamentaux qui structurent la pensée moderne. Ceci conduit en fait à une conception linéaire du temps et de l'histoire, où le temps et l'histoire en fait deviennent des sortes d'autoroutes sur lesquelles le pouvoir et la liberté avec un grand L des sujets progresseraient sur le macadam des objets. Donc les objets sont des moyens et le sujet progresse justement sur ces objets. La modernité en fait donc, va créer la notion de progrès avec un P majuscule, le progrès continuel, qui divise inéluctablement le temps entre d'un côté ce qui relève du passé obscur et de l'autre le futur rayonnant. Alors, par exemple, si on reprend l'analyse de Bruno-Latour sur la pensée moderne, la modernité se résume à deux mouvements, l'hybridation et la purification. Le premier mouvement, l'hybridation, consiste à créer des mélanges hybrides entre nature et culture, entre objet et sujet. C'est ce qu'on fait en fait dans la vie de tous les jours. On hybride, on ne se pose pas la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est subjectif, objectif ou quoi que ce soit. On hybride. Et puis dans un second temps, quand on commence à réfléchir, à penser l'action, à conceptualiser, eh bien, c'est là où on éclate dans cette modernité, ces hybrides en deux classes ontologiques distinctes, celle de l'objet et du sujet. Donc il va falloir chercher ce qui est objectif et subjectif, sans possibilité, en fait, de remédiation entre les deux. Donc l'efficacité de la modernité provient du fait que nous purifions notre monde commun en permanence, tout en masquant le travail d'hybridation. Et ça correspond à une simplification cognitive, parce que ce qui est objectivé n'a plus à être pensé, sauf par des experts isolés de la société. Donc c'est ça, une des puissances de la modernité. La pensée moderne capitaliste, si on rajoute donc le capitalisme là-dessus, qui est en fait consubstantiel de la modernité, complète la pensée moderne par un choix systématique en faveur de la rationalisation. Le capitalisme peut être vu, selon Castoriadis, en penseur écologiste, une institution de la société dont la signification imaginaire centrale est l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. Donc voilà, ça c'est avec les clivages fondamentaux de la modernité et cette vision donc, de l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle, on peut avoir des outils pour comprendre la construction moderne, capitaliste de l'entreprise. Donc voilà, à partir de ces grilles d'analyse, on va penser cette construction. Premièrement, un des actes de naissance du capitalisme provient directement du monde marchand. C'est les marchands italiens au XIVe siècle qui inventent en fait deux choses principales. Le principe dit de capitalisation qui va être vraiment la pierre angulaire du capitalisme, enfin qui est d'ailleurs la pierre angulaire du capitalisme, et la gestion rationnelle du capital via des types de comptabilité particulières. Alors la capitalisation repose sur l'idée que le capital va générer un flux d'argent maîtrisable dans le temps. D'ailleurs la notion de capital est inventée avec les marchands italiens, elle n'existait pas avant. Et le taux d'intérêt qui lui existait avant va normaliser ce flux. Donc on va pouvoir comparer ce flux d'argent au taux d'intérêt. Et donc tout l'enjeu maintenant de l'économie, ça va être d'essayer de battre en permanence ce taux d'intérêt, donc ce taux de croissance. Et c'est ici que revient cette idée de progrès continuel et de maîtrise du temps. Donc les marchands italiens commencent à vraiment distiller cette idée qu'on peut avoir une maîtrise du temps et avoir une croissance régulière et normalisable et que l'on peut battre. Alors, là je fais des grands raccourcis.
Là, je n'ai pas le temps de rentrer évidemment dans les détails. Je veux vraiment arriver sur des marqueurs spécifiques de la modernité dans la construction de l'entreprise. L'entreprise va être vérifiée progressivement, véritablement à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Notamment avec la création de l'usine. L'usine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va délimiter de façon très claire l'intérieur et l'extérieur. Or, l'intérieur et l'extérieur, c'est un pendant du clivage objet-sujet, du clivage public-privé. Il va y avoir une rationalisation de l'espace et du temps et progressivement de l'employé lui-même. Tout ça va être notamment théorisé dans l'organisation scientifique du travail par Taylor, Taylorisme, qui va évoluer au cours du XXe siècle, mais pour illustrer en fait la conception de la gestion à l'heure actuelle, j'aimerais insister sur un outil qui est très utilisé, notamment qui est la base des outils de gestion environnementale comme ISO 14001. C'est ce qu'on appelle la roue de Deming, du nom de son créateur dans les années 50. Cette roue est basée en fait sur 4 principes, Plan, Do, Check, Act. Donc Plan, c'est quoi? C'est la planification de la décision et l'exécution. Ensuite, on passe à Do. C'est l'implémentation, l'exécution en fait de ce qui a été décidé. Ensuite, Check, on vérifie. On vérifie si ce qui a été fait était en adéquation avec ce qui a été planifié. Et puis Act, c'est la reprise éventuelle, en fait, reprise, un bien grand mot, on va, pour le prochain tour de roue, dire ce qu'il faut modifier dans les décisions pour être plus en adéquation avec les décisions prises initialement. Ce qui est vraiment intéressant dans cette idée de la roue de Deming, c'est que, premièrement, il y a une séparation radicale de la théorie et de la pratique. Là encore, on retrouve le clivage objet-sujet. Il va y avoir une rationalisation de la prise de décision et de l'exécution. En plus, on sépare les décideurs des exécutants. Et il y a cette idée de l'application directe dans la gestion de l'idée de progrès linéaire. Ce qui est très intéressant dans la roue de Deming, c'est ça, c'est cette cale, alors qu'on appelle l'expérience, qui fait qu'on va toujours de façon linéaire. Le futur est toujours mieux que le passé, et dans le passé, on n'avait rien compris. Il n'y a jamais de reprise réelle possible. On va toujours de l'avant, il faut toujours aller de l'avant, et ce sera toujours mieux après. Il y aura toujours de la croissance après. Donc ça, c'est l'idée véritable de la roue de Deming. Alors maintenant, sur la raison d'être, donc là, on s'est intéressé à la structuration de l'entreprise, sur la raison d'être de l'entreprise moderne capitaliste. Qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, dès Adam Smith et même avant, l'entreprise est un objet au service du sujet propriétaire, premièrement. Ça va être constitutif de l'entreprise dans le monde moderne. Et progressivement, cette séparation claire entre le sujet propriétaire et l'objet entreprise va devenir actée, notamment avec la séparation manager-propriétaire qui arrive fin 19e, début 20e siècle, et la notion de responsabilité limitée qui arrive à la fin du 19e. Tout ça acte le fait qu'il y a le sujet propriétaire et l'entreprise qui est totalement séparée, qui est un simple moyen, un objet pour le propriétaire. Là encore, entre le 19e et le 20e siècle, on va passer d'une focalisation sur la production, donc l'intérieur de l'entreprise, à une focalisation sur le sujet consommateur, propriétaire, actionnaire. C'est ce qu'on a appelé notamment la révolution marginaliste de la fin du 19e siècle. L'entreprise, dès lors, ça c'est un mouvement dans le 20e siècle, comme on se focalise sur le sujet consommateur, propriétaire, l'entreprise en elle-même va commencer à disparaître. Et elle va devoir justifier son existence en comparaison au marché. Et ça, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de l'humanité, vraiment. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en tant que telle, elle est parce qu'elle doit se définir par rapport au marché. Et finalement, l'entreprise se dilue totalement, devenant, dans les théories actuelles, un simple nœud de contrat. C'est un nœud vide, totalement vidé de sa substance, où des contrats, en fait, interagissent les uns avec les autres, sur les bases du marché. L'entreprise, à l'heure actuelle, est conceptualisée, donc en fait, finalement, comme un moyen qui génère des flux futurs d'argent pour le propriétaire, qui est totalement isolé de l'entreprise. Actuellement, les investissements, notamment par les fonds de pension ou des choses comme ça, sont faits sans que les actionnaires sachent absolument pas où va l'argent et ce qu'ils ont réellement, en fait. Et on retrouve cette idée de capitalisation. L'entreprise doit battre en permanence le taux de marché. Donc l'entreprise est pensée progressivement comme une entité fictive, objectivée et autistique, détachée du monde et de son environnement.
Donc on voit bien qu'à partir de cette notion d'entreprise, donc solution sociale à des problèmes de survie individuelle, il va y avoir la structuration de la modernité capitaliste qui va imposer une forme particulière à l'entreprise. Donc l'entreprise moderne, ça va bien au final une entité complètement purifiée. À l'heure actuelle, tout est purifié de A à Z. Mais il n'en reste pas moins que concrètement, si on revient à ce que disait Latour, c'est quand même une entité hybride. Et qui hybride en permanence. Et oui. Et en fait, l'entreprise moderne qu'on a cloisonnée dans des espaces-temps rationalisés bien délimités, dès le début, dès qu'on a commencé à faire ça, a débordé totalement de ses frontières de façon réelle. Dans la réalité, dans la complexité de la réalité, elle déborde l'entreprise. Et alors les débordements sociaux et environnementaux, donc ce qu'on appelle débordements, c'est quoi? C'est par exemple les débuts des pollutions. Donc on s'est rendu compte que en dehors des limitations propres de l'entreprise, oui, l'entreprise fait quelque chose à la société, c'était pas prévu, donc c'est pas maîtrisable comme on le souhaitait. Il va y avoir aussi des débordements donc, sociaux sur les employés, et même en dehors sur les familles des employés, etc. Et donc cette accentuation de ces débordements et de leur visibilité apparaît après la Seconde Guerre mondiale, notamment. Alors, on a le cas d'ITT au Chili qui a stupéfié véritablement le monde entier, notamment l'ONU, où une entreprise, pour la première fois, donc ITT, a pu complètement participer de façon extrêmement active et déterminante au renversement, enfin, et à l'assassinat de Salvador Allende au Chili. C'est la première fois qu'une entreprise est capable de faire ça. Et c'est un débordement total. Jamais un truc comme l'entreprise aurait pu être pensé pouvoir déborder à ce point-là. Puis évidemment, il y a les catastrophes environnementales, Canal, d'autres, je ne rentre pas dans les détails. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, le traitement de ces débordements a toujours été fait de façon, là encore, extrêmement moderne. Avec, d'un côté, les problématiques sociales, donc les débordements sociaux, renvoient à un traitement éthique. Alors, dans les exemples, on a par exemple une encyclique papale qui s'appelle le Rerum Novarum au XIXe siècle, qui va définir en fait la moralité des entreprises d'un point de vue catholique. C'est d'ailleurs une des origines de la démocratie chrétienne. Et la création de la RSE comme une business ethics, donc une éthique du business. Et les problématiques environnementales, elles, renvoient à un traitement technique. Là, dès le XIXe siècle, dès qu'il y a débordement environnemental, c'est les ingénieurs qui s'en chargent. Voilà. Et on va trouver des solutions techniques aux problèmes environnementaux. Alors à partir de là, comment on peut générer donc, des éléments de discussion pour une entreprise politico-écologiste? La première chose, c'est essayer de mettre en lumière, à partir de ce que je viens de dire, les principaux clivages et paradigmes modernes qui ont amené à construire l'entreprise telle qu'elle existe actuellement et qui sous-tendent sa façon de s'articuler avec son environnement. En fait, j'ai retenu, par rapport à toute cette histoire, trois notions véritablement consubstantielles de la modernité et qui semblent synthétiser cette structuration et les types de réponses de l'entreprise à son environnement. Premièrement, le clivage intérieur-extérieur qui est décliné aussi en une dichotomie micro-macro, voire privé-public. Deuxièmement, le clivage éthique-technique. Et troisièmement, le principe de linéarité du temps orienté vers un progrès continu. Donc, ces trois éléments peuvent être des éléments synthétiques de la structuration de l'entreprise, du concept d'entreprise dans la pensée moderne capitaliste. À partir de là, on peut interroger ces marqueurs donc, structurants et essayer de dépasser donc, la construction de l'entreprise moderne. Donc là où la modernité divise le monde en un dualisme fondamental, nous pouvons faire le postulat que l'écologie politique proposerait quant à elle de repenser la complexité de notre monde commun en ne le désarticulant pas. Alors j'aimerais insister sur le fait que ces clivages véritablement entretiennent cette désarticulation. Et l'exemple que j'aimerais mettre en avant, c'est notamment le clivage intérieur-extérieur. Voir pourquoi et comment le clivage intérieur-extérieur favorise complètement la désarticulation de l'entreprise avec son environnement. Tout d'abord, les outils de gestion, du coup, dans ce clivage, sont uniquement tournés vers l'intérieur de l'entreprise. Et donc amplifie cet isolement. Les outils de gestion, les sciences de gestion, sont tournés vers l'intérieur. Ce sont des solutions de l'entreprise pour l'entreprise. Le monde extérieur n'existe pas, hormis évidemment le marché. Et ces outils deviennent finalement des fins en eux-mêmes. Donc le but évidemment n'est plus un but dans une compréhension du monde en soi, c'est juste le but d'appliquer l'outil pour appliquer l'outil. Alors l'exemple typique c'est ISO 14001, où quand même la finalité a priori
c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement. À l'heure actuelle, la plupart des entreprises, leur but, c'est d'appliquer ISO 14001, point. C'est tout. Ensuite, appréhender l'entreprise par l'extérieur. Donc, dans sa conception, dans la conception qu'on peut avoir de l'entreprise, donc c'est-à-dire comme un point sans dimension, accentue aussi cet isolement. Et notamment, on parle beaucoup des instruments économiques dits de command and control, dans lesquels il y a la taxe environnementale et les quotas environnementaux, dont on a beaucoup parlé, qui sont évidemment critiqués, mais critiqués d'un point de vue économique. Il y a une critique qui peut être justement aussi d'un point de vue sur la construction de l'entreprise et la conception de l'entreprise. En fait, ces outils reposent sur la transmission de symboles, comme des prix, des quotas, donc aux entreprises, c'est des sortes où on leur envoie, en fait, comme ça, on catapulte dessus des symboles, et on a l'espoir que les décisions prises dans l'entreprise seront conformes au sens initial de ces symboles. Donc on catapulte des trucs, purement symboliques, et après, donc on attend, et on se dit à l'intérieur, il y a peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose en adéquation avec ce qu'on pensait initialement de ces symboles. Bon, évidemment, la complexité de la réalité fait que ça ne se passe absolument pas comme ça. Premièrement, on peut avoir des effets rebonds, c'est-à-dire que le coût environnemental dû à une taxe incite l'entreprise effectivement à changer sa technologie, alors toujours ce problème technologique. Bon, ça, ok. Mais, donc, première phase, on va dire, réglée. Mais là, il se trouve que les gains, en fait, de ratio production-pollution, comme avec les nouvelles technologies, on pollue moins en produisant plus, peut tout simplement lui permettre de produire plus jusqu'à éventuellement polluer plus qu'avant. Ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc en changement, en ayant une technologie plus propre, même avec une taxe environnementale, on peut arriver à polluer plus. L'entreprise, elle, comme elle n'a pas compris le sens qui était donné, enfin, elle ne veut pas comprendre, en tout cas, comme il y a une désarticulation entre le symbole et le sens, elle suit de façon bête et méchante ce qu'on lui a envoyé, et elle se dit, je peux polluer plus, il n'y a pas de souci, on ne m'a pas envoyé d'autre chose. Deuxième effet, l'effet crowding out, qui a un effet qui est très sous-estimé, mais malheureusement qui existe réellement. C'est le fait que les incitations intrinsèques de l'entreprise à avoir véritablement une prise en compte de son extérieur et les incitations externes, comme les taxes, sont perçues comme étant substituables. Ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que les incitations externes vont remplacer finalement à terme les incitations internes. Et ça se voit énormément. Il y a des entreprises qui, par exemple, ont une vraie envie de faire quelque chose. Mais la seule réponse qu'on leur adresse, c'est une taxe ou des quotas. Finalement, au bout d'un moment, elles vont se dire, ah, c'est substituable. Finalement, pourquoi est-ce que je me prends la tête à penser véritablement l'environnement dans lequel je suis, puisque juste en payant, ça va aller. La société me dit que ça va aller. Alors à partir de là, quelle piste pour une entreprise politico-écologiste? À partir donc de ces clivages que j'ai essayé de mettre en avant. Tout d'abord, un auteur qui s'appelle Banerjee a essayé justement de penser ce que pouvait être l'entreprise dans une véritable soutenabilité. Alors, le terme de soutenabilité. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il propose de reconceptualiser ce qu'est l'entreprise dans son ontologie propre pour imaginer en fait un rôle totalement différent, radicalement différent donc, pour les entreprises, de façon à leur permettre de devenir des agents de changements sociétaux positifs. Vaste tâche. Alors qu'est-ce qu'il propose? En fait, il va se baser sur les travaux de John Dewey, qui lui-même en fait identifiait deux processus à l'œuvre dans la définition de ce qu'est une entreprise, dès le début du XXe siècle. Il y a d'un côté ce qu'il appelle, donc John Dewey, une normative closure, c'est-à-dire où le terme d'entreprise en fait, est totalement indépendant du processus de définition, c'est-à-dire qu'on va avoir une stabilisation ontologique de ce qu'est l'entreprise. C'est ce qui passe à l'actuel. L'entreprise est figée rationnellement dans un rôle qu'on lui attribue. Et puis d'un autre côté, on va avoir une cognitive openness, donc une ouverture cognitive, et ça a renvoyé en fait au problème de simplification cognitive de la modernité, qui est un processus en fait permanent, perpétuel, de redéfinition, où la loi, donc dans le sens des normes, répondent en fait aux phénomènes à l'intérieur des systèmes sociaux que l'entreprise peut expérimenter. Donc, dans ce processus d'ouverture cognitive, l'entreprise, en étant soumise à son environnement social,
va être obligé de se redéfinir en permanence. Ce qui change en introduisant donc ce principe de cognitive openness, c'est notamment l'abandon d'une conception linéaire du temps, puisque ce type de processus constitue justement un travail de reprise dans le temps. Donc de reprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur une vision de on ne bouge pas ce qu'est l'entreprise et on part sur une autoroute. C'est régulièrement, on est obligé d'être sensible à ce qui se passe autour de soi et à réfléchir les modalités d'existence de l'entreprise. Donc le dépassement du progrès continu impliquerait la possibilité de mettre en place des dispositifs institutionnels aptes à définir, organiser et gérer cette idée de processus de reprise sociétale de l'entreprise. Donc premier point, si on veut penser l'entreprise politico-écologique, il faut penser ces dispositifs. Comment on fait ça? Deuxièmement, en ce qui concerne le clivage technique-éthique, Castoriadis, toujours lui, expliquait que on ne s'est qu'à préoccuper de savoir ce que faire veut dire. Quel est l'être du faire et qu'est-ce que le faire fait être? Obsédé qu'on était par ces seules questions, qu'est-ce que bien faire ou mal faire? On n'a pas pensé le faire parce qu'on a voulu en penser que ces deux moments particuliers, l'éthique et la technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, directement, dès qu'on pense à une action, on va se dire, cette action, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est efficace? Voilà, c'est les moments éthiques et techniques. Et on ne s'attarde pas sur la question de, mais ça veut dire quoi exactement faire quelque chose? Quelle est vraiment l'existence de cette action? Et deuxièmement, si je fais quelque chose, ça fait quoi sur l'existence propre de celui qui fait quelque chose? Donc ce que le faire fait être. Donc une entreprise politico-écologiste, au lieu de découper son action entre technique et éthique, entre bonne action et action efficace, devrait disposer de possibilités de discussion de ces actions. Non pas à partir de procédés comme la route d'Heming, mais bien en concevant dans le même mouvement les concepts pratiques et théoriques. Il s'agit aussi donc de s'interroger sur ce que le faire fait être, c'est-à-dire ce que implique pour l'existence de l'entreprise, de son personnel, voire des entités humaines la composant, et de son environnement, le fait de faire quelque chose. Si je fais quelque chose, ça change quoi dans l'existence de l'entreprise, de ses employés, des non-humains composant l'entreprise. Et troisièmement, donc là on a vu le problème du progrès, le problème de la dichotomie technique-éthique, et qu'est-ce qu'il en est de la dichotomie intérieur-extérieur? Eh bien, par rapport à ce que j'ai dit, ça obligerait à concevoir un renouage entre le symbole et le sens. C'est-à-dire entre les symboles d'un côté qui peuvent être envahis par la société et le sens qu'on attribue à l'intérieur, et les symboles à l'intérieur de l'entreprise et le sens que ça peut avoir vis-à-vis de la société. Or, le renouage entre symbole et sens ne peut se faire que par le dialogue. Et donc ça implique de penser des espaces à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise où peuvent se nouer justement des dialogues sur le sens et le symbole. Donc, et je vais arriver à la conclusion, nous avons vu comment l'entreprise pourrait penser d'un point de vue politico-écologiste. Enfin, on a essayé de voir comment l'entreprise pourrait être pensée d'un point de vue politico-écologiste. Autant pour moi. Maintenant, pour terminer, penser l'entreprise dit aussi quelque chose sur l'écologie politique. Premièrement, ça dit que l'écologie politique doit pouvoir accueillir, justement, intégrer théoriquement et pratiquement, et institutionnaliser les éléments dispositifs tels que ceux dont je viens de parler. Donc il faut que l'écologie politique, si elle pense l'entreprise politico-écologiste, soit apte à accueillir ces dispositifs et à les penser, premièrement. Mais deuxièmement, est-ce que toutes les approches de l'écologie politique permettent de faire cela? C'est ça la question aussi qui est derrière. Si on pense l'entreprise dans l'écologie politique, est-ce que toutes les approches de l'écologie politique le peuvent, le permettent? Donc je termine avec 2 slides. Je suis dans les temps. 3 minutes. Une. Non, je Donc, fondamentalement, alors c'est vraiment là une ouverture, un questionnement. Voilà, on peut expliquer l'écologie politique en disant qu'il y a deux grands accès, on va dire, à l'écologie politique. Un, par la recherche d'un centre moral, donc ce qui a donné lieu notamment à tout ce qui est le dépassement de l'anthropocentrisme par le biocentrisme, enfin le pathocentrisme, le biocentrisme et au final l'écocentrisme.
ou par le biais en fait de l'étude et de la focalisation sur les rapports entre humain et environnement. Donc une approche qui repose sur une attention à comment en fait le sens profond d'être humain est relié complètement avec notre construction de la nature. Alors, encore une fois, pour reprendre Castoriadis, ça j'ai oublié le nom, Castoriadis disait « L'écologie n'est pas l'amour de la nature, c'est la nécessité d'auto-limitation, donc de savoir notre relation à l'environnement, de l'être humain relativement à la planète sur laquelle, par hasard, il existe et qu'il est en train de détruire. » Or, l'approche écocentrique est critiquée, interrogée, en tout cas, dans sa capacité à résoudre les conflits d'intérêts entre humains et non-humains. Donc, c'est par exemple les travaux de Virginie Maris, entre autres. Et notamment dans le cadre spécifique de l'entreprise, il y a en fait un ensemble de travaux justement sur est-ce que l'écocentrisme peut penser l'entreprise. Alors, un article très célèbre de Gladwin et al. De 1995 justement aborde ce point. Selon eux, l'écocentrisme pourrait éventuellement complètement paralyser en fait toute action pragmatique de quelque sorte que ce soit, à commencer par l'activité de l'entreprise. Et n'offrirait donc pas de solution, et en plus n'offrirait pas de solution concernant des problématiques sociétales telles que le chômage ou les inégalités de revenus. Et dans leur critique, le point nodal renvoie à la possibilité de cette théorie, donc l'écocentrisme, à prendre en compte pleinement la complicité de l'humanité. Pour eux, l'écocentrisme, en fait, n'assure pas des cadres de vie soutenables pour l'homme. Dès lors, est-ce que, du coup, donc, l'autre pan, c'est l'étude des rapports entre humain et environnement, c'est-à-dire une ontologie dite relationnelle, ne serait pas en fait une modalité d'accès à la compréhension de l'entreprise. Là, les relations deviennent premières et conditionnent ce que sont les entités. Les entités apparaissent comme des processus, en fait, qui vont être définis par des stabilisations et des déstabilisations régulières, enfin évolutives, des relations. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est le trajet justement de ces stabilisations et déstabilisations de relations, dans l'ontologie relationnelle. Donc voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que cette approche de l'écologie politique permettrait de se saisir de la question de l'entreprise? Et donc le débat, c'est quelle forme finalement d'écologie politique pour penser l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci bien Alexandre. Bon, c'est une présentation très claire et qui brasse large, j'ai envie de dire. Moi je ferai peut-être quatre remarques, enfin plutôt 3 remarques et puis une... Trois remarques et puis une conclusion, si on peut dire, hein, ce sur quoi déboucheraient ces différentes remarques. La première, c'est qu'il me semble que le référentiel par lequel tu définis le rapport des écologistes à l'entreprise est un peu étroit. Tu dis le manifeste du Parti vert anglais. Il y a quand même, dans la pratique des écolos hors parti, des associations, il y a quand même tout un tas de rapports aux entreprises. Je pense au partenariat WWF, ce que fait Greenpeace avec le WBCSD à Johannesburg, les rapports sur les énergies renouvelables qu'a fait Greenpeace avec les syndicats des énergies renouvelables, les Colibris, les Négawatts, qui est une association d'installateurs, d'entrepreneurs. Bon, on pourrait citer 1000 exemples de ce type-là, et qui du coup ont un véritable discours sur l'entreprise, parce que ce sont des entrepreneurs de toute manière. Et du coup, ça crée une base empirique qui est quand même très étroite par rapport à tout le discours que tu construis dessus. Alors après, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est le référentiel qui est le tien, qui est celui de la comptabilité, de la microéconomie, qui est manifestement dominée énormément par la microéconomie néoclassique, ce qui crée tout un tas de difficultés pour partir de ces définitions, pour ensuite essayer d'en sortir, parce que c'est ce que tu essayes de faire. Tu essayes de trouver des références pour sortir de ce paradigme qui manifestement ne fonctionne pas, quoi, hein. Et là, il y a beaucoup de ressources, je dirais, théoriques, que tu pourrais mobiliser, qui, à mon avis, c'est pas le latourisme qui est le plus... qui est celui qui facilite le plus la discussion, parce que
Latour ne discute avec personne, sinon avec lui-même, il ne cite personne, donc on ne sait jamais trop de quoi il parle exactement. Par contre, il y a d'autres traditions qui me semblent très intéressantes. Je vais en citer quelques-unes. Hein. Il y a déjà, si on reste dans l'approche économique, je dirais un peu assez classique, ce que dit Rawls de l'économie. Rawls voit l'économie comme un système coopératif, donc de coordination, mais de coordination coopérative. C'est pas pour Rawls la division du travail, c'est un dispositif qui augmente la richesse collective sur le principe de Ricardo. Le principe ricardien de la division du travail augmente la valeur ajoutée et permet à tout le monde d'être plus riche, entre guillemets. Donc ça, c'est une première vision possible. Une deuxième vision possible, c'est ce qui est d'ailleurs assez proche de certaines interprétations de Rawls, c'est la vision socialiste, mais socialiste associationniste, le proudhonisme, qui dit à peu près la même chose, hein, qui dit que l'économie est d'abord un système coopératif, qui a la richesse d'abord en perspective. Et déjà, quand on a mis ça en place, déjà, il y a tout un tas de choses qu'on peut discuter, à savoir qu'est-ce que c'est que la richesse. Dominique Méda, par exemple, hein, que Baumol, apparemment, ça n'a pas l'air trop l'intéresser. Ça, lui, c'est le profit, c'est l'organisation, c'est forcément augmenter la richesse sous un angle économique. C'est des définitions qui sont datées historiquement par rapport à ce que dit Dominique Méda sur les différentes conceptions de la richesse. Chez Adam Smith, il y a cette importance accordée à la frugalité. Adam Smith n'est pas le théoricien de la main invisible au sens de la croissance illimitée. Adam Smith accorde une très grande importance à la frugalité en tant que, justement, contrebalançant l'hybris d'une quête illimitée de profit. Hein, un peu que c'est déjà ce qu'on trouve chez Aristote, enfin c'est un peu l'idée qu'on trouve chez Aristote ou dans le catholicisme la pensée chrétienne de l'économie au Moyen-Âge. Donc là, il y a tout ça, c'est des références plus compréhensibles pour tout un tas d'autres disciplines que de passer par Latour, qui, à mon avis, complique pas mal les choses. Et du coup, ça débouche aussi sur d'autres choses, là aussi, c'est une vision néoclassique, le marché, le doux commerce limite la guerre. Il y a une étude qui a été faite là-dessus, il n'y a aucune corrélation entre le degré de commerce entre deux pays et leur propension à se faire la guerre. Aucune. C'est donc que ce qui détermine la guerre, c'est autre chose. Ce que dit Baumol, il reprend la vulgate, je dirais, classique, néoclassique, capitaliste, commerçante, comme quoi le commerce, c'est bon pour la paix, rien ne prouve ça. Après, on peut aller un petit peu plus loin en disant, est-ce que, et ça rejoint la question de la richesse, est-ce que la richesse c'est en rapport avec la rareté? Oui, mais qu'est-ce que la rareté? On a toujours cette idée que les ressources viennent à manquer. Il y a un anthropologue qui s'appelle Marshall Salins, qui est très connu dans le monde écolo, pour la raison suivante, qui est qu'il dit qu'il y a deux voies pour être riche, c'est soit vouloir beaucoup, qui est la voie occidentale, soit désirer peu, qui est la voie orientale, ce qui permet de repenser toute la richesse là aussi. Et donc les indicateurs de richesse aussi, hein, tout ce qui s'écrit sur le capital naturel, sur toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur l'entreprise dans le domaine de la RSE, du développement durable, qui font appel aux parties prenantes aussi. Et quand tu dis le rapport entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise, toute cette question des parties prenantes qui sont, enfin, on s'attendrait peut-être à voir apparaître, en tout cas quelque part, autour de la question de l'entreprise. Bon, je ne détaille pas, hein, mais Salins, ça renvoie à Mauss, ça renvoie au don, ça renvoie à la question des obligations de l'entreprise par rapport justement au milieu dans lequel elle évolue. Ça renvoie, bon, je ne détaille pas. Après, si on revient aux écolos là-dedans, les écolos prennent beaucoup de choses dans tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un amour immodéré de l'écologie politique, même de parti, par rapport à l'économie sociale et solidaire, laquelle ne le lui rend pas. Je pense que c'est un truc intéressant à penser aussi, dans l'analyse de l'entreprise, c'est que l'économie sociale et solidaire, historiquement, n'a jamais été, contrairement à ce que désirent les écologistes, n'a jamais été un ami des écologistes. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les ouvriers gèrent l'entreprise que l'entreprise devient écolo. C'est pour ça d'ailleurs que les écolos, alors cette fois-ci deux gouvernements, ont créé ce statut spécifique de coopération qui est la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, dont la spécificité est d'intégrer les consommateurs et les collectivités territoriales dans le conseil d'administration. Alors pour tout un tas de raisons, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Mais néanmoins, ça indique quelle est la direction, à mon avis, vers laquelle il faut aller. Et c'est la direction qu'indique aussi Jacques Richard dans son très bon petit bouquin sur la gestion environnementale, où justement, il voit qu'il faut élargir vers le consommateur
Et élargir vers le consommateur, ça veut dire aussi revenir vers l'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur? Ben, il crée aussi de la valeur d'usage. Ce n'est pas une donnée, la valeur d'usage, c'est quelque chose qui est créé. C'est-à-dire que quand il s'agit de défendre, je sais pas, les énergies renouvelables, de dire c'est bien, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas simplement pour se faire du fric. Alors certains s'engouffrent évidemment dans la brèche, mais pour d'autres, il s'agit véritablement d'imposer, de faire la promotion de certaines valeurs d'usage contre d'autres qui est l'économie brune, le fossile, le pétrole, toutes ces choses-là. Donc on est bien dans la créativité, on est bien, mais dans ce cas-là, on réintègre la valeur d'usage en tant que quelque chose qui n'est pas donné, quelque chose qui précisément doit être à construire. Et là, on reboucle aussi avec toute une partie de l'écologie politique qui est la critique de la société de consommation, la société de spectacle, qui nous fait prendre les vessies pour les lanternes et qui nous fait désirer des valeurs d'usage qui en réalité ne sont pas du tout progressistes. On vit dans le monde enchanté de la marchandise, dans lequel, hein, c'est Disneyland, les ordinateurs, les avions, tout ça est génial, on ne montre évidemment que les côtés positifs, donc ça peut être que génial. Puis après, on va dire qu'il y a des effets secondaires imprévus, qui ont le changement climatique, une externalité auquel on n'aurait pas pensé, alors c'est parfaitement prévisible depuis le départ, mais à partir du moment où le consommateur est manipulé, c'est un peu difficile évidemment qu'il exerce sa souveraineté comme le prévoit la théorie néoclassique. Et ce qui m'amène à ma conclusion, donc tout ça, ça a trait quand tu t'appuies sur Castoriadis, le faire fait être. Ben oui, le faire fait être des valeurs d'usage. Et les valeurs d'usage, elles n'existent pas comme ça. Hein, on ne sait pas de ce dont on a besoin réellement. Nous sommes des êtres de désir qui n'ont pas d'objet. C'est pas faire trop de lacanisme, là, pas faire de référence à Jacques Lacan, mais quand même, le désir cherche un objet. Il n'a pas d'objet donné de toute éternité. Donc, hein, c'est le problème aussi des associés écolos de dire comment rendre le développement durable désirable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est France Nature Environnement qui s'était beaucoup posé la question à un moment. Rendre le développement durable désirable, pourquoi? Parce qu'il s'oppose à un autre monde désirable qui est celui vanté alors par le capitalisme, je ne sais pas, je vais y revenir, mais en tout cas par le système anti-écolo. Donc j'en arrive à ma conclusion. La conclusion, c'est tu fais une équivalence entre capitalisme, modernité, et puis, alors c'est plus dans le texte que dans ta présentation, dans le texte que tu as envoyé avant, on sent quand même l'idée que si on enlève le capitalisme, on va retrouver l'entreprise au sens de la créativité réappropriée par la société. Alors du coup, ça crée des passages. Je pointe juste quelques problèmes ici à ce niveau-là. Bon, d'abord la définition classique du capitalisme, dans le marxisme en tout cas, c'est la propriété privée des moyens de production. Or, dans toute la pratique écologiste de l'entreprise, la propriété privée des moyens de production, c'est pas vraiment ça le problème. Ce qui est le problème, c'est plutôt l'usage de la propriété privée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette propriété privée? Si c'est la propriété privée des moyens de production pour l'accumulation, pour toujours plus d'avions, alors là, il y a un problème, ça s'appelle le productivisme. Si par contre la propriété privée des moyens de production, c'est pour les utopies concrètes, c'est pour la mise en place de vélos, la mise en place de bus, la mise en place de, je sais pas, de production, agriculture bio, bon, tout ce qu'on voit qui se met en place de solaire, de l'artisanat, des choses comme ça, la propriété privée en tant que telle n'est pas le problème. C'est plutôt l'accaparement par certaines personnes de moyens de production plutôt que la propriété privée en soi. Et pourquoi il y a une différence? Donc je distinguerai cette définition du capitalisme d'une autre, qui est celle de l'accumulation et de la course au profit. Alors pourquoi c'est une différence? Parce que la simple, disons, étatisation de la propriété, hein, le socialisme étatique ou le capitalisme étatique, n'a pas endigué le productivisme. C'est donc que le problème est ailleurs. Comment endiguer l'accumulation? C'est une question différente et qui touche l'entreprise. Quel est le but de l'entreprise? Si l'accumulation, et c'est un peu les théories qui se développent dans le domaine de l'économie écologique, si on peut concevoir l'accumulation comme aussi l'accumulation de capital naturel, ça peut aussi s'accompagner d'une décroissance du capital économique, voire d'une décroissance extrêmement forte du capital économique. Là, on parle en catégorie comptable, hein, évidemment. C'est pas quelque chose, c'est pas ce vocabulaire qu'on utiliserait pour parler des valeurs d'usage. La nature en tant que capital naturel, évidemment, ça pose un peu un problème. Mais dans le langage comptable, ça a un sens de parler de cette manière-là. Donc l'entreprise politico-écologique,
à mon avis, elle tourne autour de cette question des valeurs d'usage. Comment produire des valeurs d'usage qui soient compatibles avec un monde qui soit en équilibre avec la nature et qui accorde en même temps toute sa place aux êtres humains, parce que précisément, comme tu l'as dit, on ne peut pas simplement se contenter de la nature. Enfin, on a un petit désaccord sur l'écocentrisme et comment il faut comprendre ça, mais je pense que ce n'est pas le lieu de revenir là-dessus. Simplement, le rapport, et je conclue là-dessus, le rapport à la nature engage la technique, et la technique engage non pas un seul individu, mais des collectivités. Inévitablement des collectivités. Donc c'est toujours un rapport collectif à la nature, il n'y a pas de rapport individuel à la nature. Donc la technique qu'on va mettre en place, elle caractérise une société, elle ne caractérise pas un individu. Donc du coup, la question c'est, cette valeur d'usage, cette technique, quelle doit-elle être et quelles sont les ressources à mettre en place pour que le monde de l'entreprise, qui est peuplé d'entreprises amies et d'entreprises ennemies, que le monde de l'entreprise aille vers justement ces valeurs d'usage et que celles qui sont des valeurs plutôt de destruction, de non-usage en quelque sorte, celles-là soient endiguées. Voilà. Fin de conclusion. Merci. Je réponds. C'est plus pour lancer un peu la discussion. Après, si tu veux reprendre un peu les choses, ça peut aller venir par la discussion. J'ai jamais défendu Baumol. Non, mais c'est dans ta... Comme moi, je ne dis pas ce que tu penses en fond, c'est par rapport à ce que tu... Oui. L'argumentation, quoi, toujours. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'argumentation, Baumol est utilisé uniquement dans le but d'expliquer qu'on peut parler d'entreprise. Il est clair que Baumol, à côté de ça, c'est pas du tout premièrement ma référence, mais c'est juste que c'est un des auteurs qui a tenté d'expliquer ce que pouvait être un entrepreneur. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de dire, à l'époque assyrienne et néo-babylonienne, on peut parler d'entreprise. Alors après, que ce soit suivant les définitions de Baumol ou pas, peu importe. Là, j'ai choisi ça. Sans trop lancer la discussion entre nous, hein, parce qu'il faut qu'on... Oui, non mais... Moi, je me demande pourquoi pas Schumpeter, qui est quand même beaucoup plus riche que Baumol, qui est vraiment le néoclassique très étroit, microéconomique. Non mais c'est intéressant parce que ça m'est arrivé d'avoir une présentation avec Schumpeter où tout de suite il y a une réaction très épidermique à Schumpeter qui vont plutôt préférer Baumol. Enfin bon voilà. Je comprends totalement la critique. Par rapport à d'autres publics, tu veux dire, oui, c'est ça. C'est le problème de discipline. Oui, non mais je suis entièrement d'accord. Mais peu importe en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est de dire voilà, l'entreprise. On peut parler d'entreprise en Assyrie et en royaume de Babylone, quel que soit l'auteur mobilisé. Le reste. Juste pour ajouter quelque chose sur cette référence babylonienne, en fait, moi vous avez déjà présenté cette présentation devant des archéologues ou devant... Parce que moi je trouve que justement mobiliser... En fait, ce détour par l'histoire ancienne et lointaine, pour moi qui l'entends comme ça, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas experte de la question, mais ressemble plus à une sorte de mythologie racontée pour justifier que finalement l'entreprise a raison d'être parce qu'elle n'a pas été toujours capitaliste. La preuve, c'est que ailleurs et dans un temps ancien, on en parlait. Et en fait, je me demande si elle ne dessert pas le projet qui... alors après, sur le choix entre Baumol et Schumpeter, je pense que c'est pas à la carte et que tout ça se justifie, mais surtout sur cette espèce de détour par le passé qui viendrait justifier quelque chose. Moi, j'ai un peu des doutes et je me demande si vous avez confronté vos travaux, ou en tout cas votre réflexion, à des archéologues, parce que j'ai tiqué sur plusieurs points, et notamment l'évaluation des conflits que pouvait générer... Enfin, moi, après, encore une fois, je suis pas archéologue, donc je ne sais pas. Mais comment on arrive à... Est-ce que c'est des données qui existent, l'évaluation des conflits suscités par l'entreprise dans la gestion de la cité? Est-ce que ça fait sens de se poser les questions? Est-ce que c'est pas des néologismes que de se poser les questions en ces termes-là? Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, ça suscite tout un ensemble de questions qui fait que la référence à la Syrie comme ça peut être très séduisante, mais semble quand même être d'une sorte d'orientalisme en fait. Je dirais que ces questions, la référence à la Syrie fait forcément question justement au problème anthropologique,
au sens de ce que j'ai dit, Mauss, toutes ces questions, qui n'apparaissent pas de manière visible de toute façon. Donc le fait de revenir en arrière ne résout pas vraiment le problème, parce que c'est l'anthropologie qu'il faudra affronter en réalité. À mon avis, hein, mais, non, mais ça serait plus simple en plus. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que premièrement, j'ai fait un travail très très humble qui est de ne rien rajouter de ce qu'ont pu écrire actuellement en fait, des archéologues contemporains. Les sources sont dans le texte, Hudson et Bush notamment, qui sont vraiment les deux grands experts actuellement de la comptabilité de l'entreprise assyrienne et néo-babylonienne. Et je ne me suis absolument pas permis de faire aucune digression. Donc effectivement, j'avoue, je ne l'ai pas confronté à des anthropologues ou archéologues, mais encore une fois, c'est du mot à mot, et j'ai fait tout pour essayer de ne pas transgresser ce qu'il disait. Donc après, j'entends totalement la critique. Ce qui m'intéresse quelque part, là encore, c'est par rapport à une expérience propre, hein, c'est moi personnellement, justifier de l'existence de l'entreprise et du fait que l'écologie politique doit saisir de l'entreprise, oui, il n'y a pas forcément besoin d'en passer par là. Malheureusement, il y a quand même des lignes d'argumentation qui doivent faire appel à quelque chose de plus anthropologique, et là je suis d'accord, pour arriver à affirmer quand même, dans certaines sphères écologistes, l'existence de l'entreprise et le fait de devoir la penser au moins. Je ne sais pas si je suis clair, c'est après, peu importe les justifications, je suis d'accord, c'est totalement critiquable de ce que j'ai choisi. Je suis pas sûre que... Pardon. Il n'y a pas d'accord. C'est un peu difficile de réagir comme ça à un exposé que j'ai pas eu avant, mais il y a beaucoup de choses qui me posent problème. Je peux tirer la ficelle par un bout, par exemple, par un détail. Vous avez dit à un moment donné que c'était la première fois qu'une entreprise que vous citiez ITT qui participait d'une telle manière à un coup d'État et puis à des meurtres. Or, ça, c'est faux. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé dans les années 30, par exemple, Guy Farben, qui se servait des gens dans les camps jusqu'à ce qu'ils travaillaient pour cette entreprise, donc, et jusqu'à ce qu'ils en meurent. Et ça permet de tirer un fil du point de vue, je veux dire, et c'est pas seulement Guy Farben, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé les déportés et les détenus dans les années 30 et de manière massive. Et ça réintroduit une question importante, qui est une question anthropologique de la modernité. On pourrait dire, par exemple, comment se fait-il que nous en soyons arrivés là, par exemple, dans les années 30, sur le mode lévinassien qui disait, une culture comme la culture occidentale qui a prôné la sacralité de l'être humain, en quelque sorte, comment en est-elle arrivée là? Lévinas n'était pas un historien, manifestement. Et aujourd'hui, des gens comme Jean-Baptiste Fressoz, ou Christophe Bonneuil, ou François Jarry, et d'autres nous donnent des clés pour comprendre comment on en est arrivé là, et qu'est-ce qui fait que ces entreprises, et ce monde de l'entreprise notamment, il a joué un rôle clé dans le nazisme. Et ça vient pas nulle part. Effectivement, par là a été passé le Fordo-terrorisme, mais on ne peut pas... Enfin, moi je vais arrêter là parce que ça serait trop long, mais on ne peut pas renvoyer comme ça d'un revers de main ce qui s'est passé dans les années 30, je veux parler de la conjonction du monde de l'entreprise et en plus d'une industrie qui était parmi la plus développée dans le monde, de tous les points de vue. Hein. Bon, il y aura aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Et cette conjonction qu'il y a eu entre donc, le monde de l'entreprise et le nazisme comme forme d'horreur dans tous les sens du terme.
Moi, j'ai trouvé génial enfin, pour moi, c'est pas du tout un détour de parler de Babylone, Assyrie, c'est fondamental. Mais je me pose la question parce que j'ai été élève de Clastres, par exemple, de l'origine de l'État. Et il y a une origine mésopotamienne, mais il y a aussi la Mésoamérique, le monde aztèque, le monde andin, le monde chinois. Donc le premier mystère, c'est pourquoi à peu près vers les mêmes millénaires, un petit peu dans plusieurs endroits, il y a eu ces naissances de sociétés que moi j'appelle puissancistes, c'est-à-dire hiérarchie, hubris, délire de pouvoir et délire de pouvoir insatiable, c'est-à-dire chaque cité-État a besoin d'accroître toujours sa surface pour enrégimenter les gens, parce qu'il y a aussi le problème de base jusqu'à aujourd'hui d'énergie, et qu'à l'époque l'énergie elle est essentiellement musculaire. Donc plus on a une grande surface, plus on peut ramasser des gens qu'on fait travailler et qui ont en général le statut d'esclave. Voilà, ça c'est. Est-ce qu'il y a aussi il y a eu des études sur l'apparition d'entreprises dans la Chine d'il y a 4000 ou 5000 ans, dans les Andes, chez les Aztèques? C'est une première question que je me pose. Et après, j'ai trouvé génial l'insistance sur la notion de linéarité et d'histoire. Je trouve que jusqu'à aujourd'hui, les couvertures je crois que demain va paraître le Nouvel Observateur avec un titre non au passéisme, Manuel Valls. Et ben le passéisme, c'est exactement une formule qui repose sur une notion d'histoire. Alors les pas bien, ben, c'est ceux qui regardent vers le passé, et puis nous, on est les gens bien parce qu'on est vers le futur. Je viens de lire le bouquin de Delphine Bateau. La dernière phrase de son livre, c'est « Vive le futur ». Donc on est complètement dans cette image d'histoire, quoi. Et il y a un auteur que j'aime bien sur tout ça, c'est Christian Maroubi, qui a écrit un truc qui doit s'appeler, c'est sur l'imaginaire anthropologique au XVIIe siècle, et il y a Utopie et primitivisme, ça c'est le titre, et son deuxième c'est sur Adam Smith, le mensonge d'Adam Smith. Et Christian Maroubi dit qu'au moment de la découverte des populations indiennes aux Amériques, il y a pas mal d'intellectuels en Occident qui se sont demandé sincèrement si, en voyant des gens heureux outre-Atlantique, si le monde chrétien occidental ne se trompait pas complètement. Et que peut-être, c'était des questions que se posait Montaigne par exemple, que peut-être fallait complètement abandonner nos idées occidentales et à la limite, je dirais, avec un énorme néologisme, il y a eu comme une prise de conscience hippie chez Montaigne, quoi. Et puis Maroubi va dire cette grande hésitation va être complètement balayée parce que tout d'un coup l'Occident va découvrir l'histoire et le progrès, et ça va les sauver, parce que l'Occident va se dire ben, nous on est à la pointe, on est au sommet, alors que les sauvages sont en arrière et tout en bas, donc il n'y a plus aucun problème, c'est nous qui avons gagné, et eux leur destin c'est de faire comme nous. Mais pour moi, c'est central de poser la question du puissancisme, parce que j'ai bien aimé au tout début la motivation de l'entrepreneur. Il y avait 3 mots, le but, c'était richesse, pouvoir, prestige. Mais comment se fait-il qu'il y a eu également plein d'autres sociétés qui ont tout fait pour qu'il n'y ait jamais parmi eux apparition du désir de richesse, pouvoir, prestige? Ça, c'est une question aussi que posait Pierre Clastres. Il y a plein de sociétés qui ont mis au point des systèmes d'autocontrôle pour qu'il y ait une éthique d'égalité et que dès qu'un groupe ou quelqu'un semble accumuler plus que d'autres, vite on organise une grande fête pour tout foutre en l'air pour que tout le monde soit pauvre pareil le lendemain de la fête, quoi. La dette joue un rôle important, le sens de la dette. Et le sens de la dette, ouais. Pardon, moi j'ai pas très bien compris. Vous avez un statut actuellement de quoi? Là, je suis doctorant.
Comment? Doctorant en comptabilité D'accord. et c'est- chercheur en mathématiques. Enfin, j'ai été chercheur en mathématiques, mais c'est pas grand intérêt. D'accord. Et le lien avec ça, parce que je ne fiche pas du tout le lien, parce que bon, ça, c'est quoi aujourd'hui? C'est une présentation de... Ah, c'est totalement dans des problématiques de comment conceptualiser une entreprise et des outils de gestion écologique. D'accord. D'accord, mais ça, c'est tout à fait une réflexion de type littéraire. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec non, une mais- démarche de comptabilité écologique. Je ne vois pas. Non, mais la comptabilité, malheureusement, enfin, on entend quelque chose de très, parfois un peu technique. Et la comptabilité, historiquement, c'était étudié dans les sciences sociologiques. Et au 19e, c'était dans la sociologie. Et la comptabilité, c'est énormément de la littérature. D'ailleurs, Jacques Richard vient d'une formation totalement littéraire, par exemple. Enfin, c'était que lui. Oui, mais enfin, aujourd'hui, elle est plus tellement littéraire, la comptabilité. Oui, non, mais ça, c'est une forme de comptabilité. Et justement, pour lutter contre une comptabilité qui est totalement technique, à un moment donné, justement, il faut réinterroger d'autres paradigmes. Et donc, la comptabilité redevient sociologique, redevient, par exemple, les travaux d'Yves Capello, c'est des travaux qui sont absolument pas dans une technique comptable, dans une technique... Et là, un de ces articles et un de ces derniers chevaux de bataille, c'est justement de s'intéresser à la comptabilité, de réhabiliter la comptabilité, par exemple. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Ça m'échappe un peu. Bon, je trouve que ça fait vraiment un grand écart, etc. Donc, je vois pas pour le moment le lien avec la comptabilité et ça. Personnellement, enfin, c'est pas grave. Je comprends pas tout. Je ne sais pas si vous connaissez l'holacratie. Si vous avez entendu parler d'holacratie, en fait. Ah, l'holacratie, oui, non, oui, je crois que c'est oui, l'holacratie, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous voyez un lien entre justement cette recherche de comptabilité écologique et cette nouvelle forme, enfin ces nouvelles formes d'organisation? Enfin, peut-être que tu peux en dire un mot, parce que voilà, je veux pas être très précise. Pas exactement dans le détail ce que c'est. L'holacratie. Ça me dit quelque chose, mais... Ouais. Enfin, moi, je ne suis pas du tout très renseignée là-dessus, en fait. Mais en Tu peux gros... en dire un mot si tu... Oui, C'est largement pas spécifique de l'holacratie, mais c'est effectivement, alors c'est des formes, je ne sais pas d'où ça vient. Alors il y a une composante qui, de mon point de vue, vient justement d'une tournure, d'une vision orientaliste, de la cosmologie orientaliste, d'une vision holiste justement du monde, et qui chercherait justement à rétablir une harmonie dans cette conceptualisation orientale dans les formes d'organisation d'entreprise. Alors après, les déclinaisons réelles, concrètes, personnellement, je ne les connais pas et j'en connais pas énormément. Je sais juste que conceptuellement, ça vient de là. Juste par rapport à ça, je dirais juste de façon très informelle, il y a des points de convergence, après il faut regarder dans le détail. Il y a des points de convergence, après il faut regarder dans le détail. Je ne pourrais pas répondre plus en avant. J'avoue. D'accord, parce que je trouve que ça... je trouve que c'est bien dans ce thème-là, de la comptabilité. C'est dans des champs qui sont de toute façon, en tout cas, au moins parallèles. Ça, je ne remets pas en cause. Après, encore une fois, je ne veux pas me prononcer d'une façon ou d'une autre, connaissant juste à peu près à quoi ça renvoie, mais n'étant pas du tout un spécialiste de la question. Donc je ne veux pas me prononcer. Mais effectivement, je me dis que ce serait peut-être intéressant pour préciser un peu le propos et donner une sorte d'existence concrète à ces propositions, en tout cas des pistes concrètes à ces propositions d'approche politico-écologique de l'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est ce que soulignait Fabrice Philippot, on peut considérer que, peut-être que à partir du point que les écologistes n'arrivent pas à se saisir de la question de l'entreprise, c'est un petit peu radical, mais en fait, ça peut s'expliquer si on prend vraiment, si on cherche à mettre en pratique réellement ces propositions-là.
Mais c'est vrai aussi qu'il y a plein de tentatives. Tu peux peut-être te présenter, Ah oui, pardon. pardon. Oui, pardon. Moi, je m'appelle Anne de Malray et je suis journaliste et je suis membre d'un groupe de réflexion sur l'écologie politique de Grépy, dont Alexandre fait partie aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de tentatives d'intégration des problématiques écologiques dans l'entreprise, et dire que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Enfin, mais en revanche, peut-être, est-ce que tu pourrais articuler différentes... parce que, notamment la théorie des parties prenantes, enfin, je pense que cette scission intérieure-extérieure, la théorie des parties prenantes, elle ne la remet pas du tout en question. Mais peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu ça pour rendre le propos plus tangible. Je peux répondre Alors, juste par rapport, effectivement, au lien entre l'entreprise et la gymnasie, qu'on soit clair, ce que j'ai dit, c'est pas que pour la première fois avec ITT, l'entreprise va tuer quelqu'un. Ça, on est absolument d'accord que, enfin même, je veux dire, je ne remets pas du tout en question le rôle de l'entreprise, même historique, dans des violences faites aux gens, et même dans des violences organisées. Et là, je reprends les termes de l'ONU. Encore, je me réfugie derrière certaines instances. C'est la dimension d'une organisation rationalisée pour éliminer un chef d'État d'un pays comme le Chili, en fait. C'est-à-dire que c'était impensable avant qu'une entreprise ait la taille suffisante, les ressources suffisantes et les ramifications suffisantes pour pouvoir déstabiliser un pays comme le Chili. Bon. Après, voilà, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que le problème... pourquoi j'ai mentionné ITT? Parce qu'il se trouve que c'est l'acte de naissance de la pensée de la RSE dans l'ONU. C'est comme ça que l'ONU s'est rendu compte, a voulu se rendre compte, que l'entreprise posait un énorme problème sociétal. Donc, voilà, après, je suis entièrement d'accord, quand je parlais de débordements sociaux, ça a commencé véritablement très très massivement au 19e, en tout cas pour la version moderne, et la catastrophe qui a pu se passer avec le régime nazi, c'est un débordement énorme, de toute façon on est absolument d'accord. C'est un petit peu, c'est juste une insiste, c'est un petit peu dépendant du coup de l'existence de l'ONU. Enfin, c'est après 45 du coup la référence de... Tu te réfugies derrière l'ONU, c'est forcément après 45. Ça. Oui, non mais alors... Parce que moi l'exemple que j'ai en tête, c'est plutôt l'East Indian Company, qui est la compagnie des Indes orientales, qui a commencé par faire un peu de commerce, puis qui est devenue gouvernement de l'Inde. Elle a pris le contrôle total de l'Inde, progressivement. Oui, elle a dû éliminer quelques chefs d'État au passage. L'organisation était pas... Bon, ça c'est à discuter. L'ONU, quand elle parle de ça, justement, a essayé de voir quand même ce qui s'était passé un peu avant 1945. Bon. Ceci dit, c'est peut-être pas essentiel par rapport au propos. Non, c'est pas très essentiel. Donc, savoir si c'est vraiment l'acte, la première fois que... Il n'en reste pas moins que l'entreprise moderne a cette capacité de déborder à ce point, de renverser quand même un chef d'État, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Et le débordement, il est anthropologique. C'est-à-dire, ça renvoie à l'obsolescence de l'homme, ça renvoie à la superfluité de l'homme pour Hannah Arendt, ça renvoie à plein de choses. Quoi. Oui, non mais... Ça, on est d'accord. Les esclaves, je veux dire, ils étaient effectivement, comme disait Thierry, ils faisaient bien le tour d'ailleurs. Il y a besoin d'esclaves à ce moment-là, mais il y a aussi, bizarrement, besoin d'esclaves dans les années 30. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise a été pensée comme quelque chose de maîtrisé, maîtrisable, comme un objet rationalisé qui était délimité dans des frontières, notamment entre l'intérieur et l'extérieur, à un endroit donné. Et à un moment donné, concrètement, c'est pas vrai. C'est tout. C'est pas vrai. L'entreprise, elle n'est pas maîtrisable, elle n'est pas à un endroit donné. Voilà. Et ça, ça s'est amplifié. Et donc, voilà, j'ai donné des exemples concrets et vraiment frappants. Mais j'aurais très bien pu prendre effectivement l'exemple du nazisme. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, par rapport à... Oui. Alors, par rapport à la question sur... Enfin, ça rejoint d'ailleurs un questionnement sur la prise en compte de l'entreprise dans la pensée écologique hors manière politique aussi institutionnelle, enfin partie. Alors,
Plusieurs choses. C'est que premièrement, je suis entièrement d'accord qu'il y a énormément de choses qui se font au niveau d'associations. La question, c'est est-ce que ces choses renvoient véritablement à des modalités réellement écologiques et institutionnalisables. Par exemple, il y a des initiatives avec le World Sustainable Development Business Council. La question qui se pose et qui vraiment est-ce que les initiatives sont développées avec ce conseil qui est quand même, historiquement, je ne sais pas si vous connaissez ce conseil, c'était fondé en 91 pour pouvoir participer en fait à Rio 92, en fait pour avoir c'est un mouvement de lobbying des entreprises pour pouvoir participer à Rio et influer sur les décisions. Par Schmideni et Maurice Tron. Pardon ? Par Stéphane Schmideni et Maurice Tron. Oui, tout à fait, exactement. Et alors en fait c'est l'organe représentatif justement de la pensée la plus capitaliste de l'entreprise. Je ne remets pas en question qu'il y a un moment donné, il faut dialoguer avec ce conseil, ça c'est clair. La question c'est de savoir si les initiatives qui sont mises en place sont vraiment des initiatives qu'on va pouvoir qualifier déjà d'écologistes et aussi institutionnaliser comme étant des modalités de construction d'une société écologiste. Donc ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que des expérimentations, j'en ai vu passer pas mal, et à chaque fois je me pose la question, bon ok, ça peut marcher sur un exemple, ça peut marcher dans une dimension, mais comment on passe à l'institutionnalisation? Est-ce que ça, c'est vraiment, ça définit une société écologique? Voilà. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas complètement convaincu qu'on est encore, c'est encore beaucoup à des stades d'expérimentation. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui se passe de toute façon dans des partis politiques, puisque c'est quand même eux qui devraient avoir l'opportunité de pouvoir institutionnaliser quelque chose. C'est un peu leur but. Et quand on voit, pour être tout à fait honnête, la faiblesse de la pensée de l'entreprise, je veux dire à titre d'exemple, déjà la commission économie chez les Verts est relativement récente. C'est début des années 2000, véritablement. Deuxièmement, la pensée de l'entreprise chez les Verts, français, et là je peux en parler, quasi inexistante. Il y a eu des tentatives d'aborder la RSE qui ont totalement échoué, et c'est même pire que ça, c'est qu'il n'y a même pas de support conservé. Donc quand j'avais posé la question, on m'a dit oui, effectivement, je crois que quelqu'un l'a pensé à un moment, mais on n'a rien. Alors c'est quand même assez désastreux. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est quand admettons un parti comme les Verts arrive d'une façon ou d'une autre au pouvoir à un moment donné quelque part, donc doit institutionnaliser quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Et notamment, quelle est sa réponse au problème de l'entreprise? Voilà. Donc c'est ça une de mes lignes directrices. Après, je ne remets absolument pas en question les expérimentations qui peuvent exister avec ce questionnement de est-ce que c'est vraiment dans la bonne direction ou pas? Et après, il y a quand même tout un tas de choses qui... je fais comme ça, moi je pense au domaine que je connais le plus, qui est le domaine des technologies d'information, par exemple. Il y a tout un tas de réglementations, il y a l'approche réglementaire, mais il y a aussi l'approche... les technologies d'information, c'est pas évident de trouver des substituts écolos. Hein. C'est pour ça qu'on prend toujours l'exemple de l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est plus facile, il y a le bio, l'agroécologie. Sur la plupart des autres domaines, c'est bien plus compliqué de dire qu'est-ce qui est écologique. Néanmoins, il y a quand même tout un tas de choses, de gens qui se bougent, qui à mon avis se bougent honnêtement, c'est-à-dire qu'ils essayent véritablement de mettre en place des alternatives, et ils le font à mon sens sur le mode de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils vont diffuser. J'ai un exemple en tête de quelqu'un, on ne peut vraiment pas remettre en cause son engagement écolo dans les télécoms. C'est la meilleure start-up de l'école. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du recommerce. C'est-à-dire qu'il revend des téléphones usagés pour faire durer la durée de vie, et maintenant il a 50 ou 60 salariés pour faire ça. Bon, il a monté sa boîte, voilà. Sauf que lui il dit, moi j'ai créé une fonction dans la société qui fait que, à mon avis, c'est meilleur que ce que c'était avant. C'est plus écologique que ce que c'était avant, c'est plus social aussi, avec Emmaüs, tout ça. Donc pourquoi ne pas partir de ce genre d'exemple et voir comment les gens fonctionnent, sur quelle base, quelle sont leurs motivations, qu'est-ce qu'il y a de permanent, on va dire, parce que tu parles d'institutionnalisation, qu'est-ce qu'il y a de permanent dans toutes ces initiatives qui pourraient être conceptualisées?
Mais alors, c'est ça qui m'étonne. Encore une fois, franchement, je suis d'accord qu'il y a des expérimentations qui sont intéressantes, réellement intéressantes. Et ça, je ne le remets pas en question. Et d'ailleurs, par exemple, quand je cite Banerjee, il s'appuie sur de telles expérimentations. Donc ici, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir un mouvement de pensée de l'entreprise en tant que tel, qui est potentiellement institutionnalisable et qui peut justement totalement aller dans le sens de ces expérimentations. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un constat que, quand même, d'un côté, il y a un manque réel dans les mesures institutionnalisables avec un tas d'expérimentations, plus ou moins, qui vont plus ou moins dans le bon sens, et justement, il faut réfléchir. Après, à partir de là, comme tu le dis, comment est-ce que tout ça permet d'avoir quelque chose d'universalisable, Eh bien, il faut des structures de pensée qui permettent de rassembler ça, et justement, ce que je propose, en tout cas, va dans ce sens-là, on va dire. Je prends un exemple particulier, l'écologie industrielle, qui se développe. Une vision de l'écologie industrielle peut totalement entrer là-dedans. Mais justement, là encore, c'est une vision de l'écologie industrielle. Par exemple, il y a des ouvrages, et notamment l'ouvrage fondateur sur le Cradle to Cradle, donc qui s'intègre dans l'écologie industrielle. Qu'est-ce qu'ils disent? Le but, c'est quoi? C'est en fait, en rebouclant totalement le système, donc en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de déchets, que les déchets soient revalorisés, qu'il va y avoir en fait plus d'interrogations sur la consommation. Ça me semble une aberration du point de vue écologique. Mais cette écologie industrielle et ce Cradle to Cradle est vendu comme étant des initiatives vraiment écologiques. Donc, il y a vraiment une interrogation à avoir par rapport à ça. Mais à côté de ça, il y a une partie de l'écologie industrielle qui rentre totalement là-dedans, et notamment ce qui se passe au Danemark, quand il y a des synergies qui sont créées, des coopérations entre entreprises pour essayer de dialoguer, encore une fois, sur des partages à la fois de techniques et de techniques et de compétences, etc., et de remodélisation de ce que sont les entreprises les unes avec les autres, et donc de créer des écosystèmes. Ça, c'est intéressant, et c'est absolument pas en opposition avec ça. Mais ça, il me semble que ça permet de créer des espaces institutionnalisables qui permettent d'englober éventuellement ces expérimentations. Voilà. On a une question là, moi, en fait, j'ai l'impression que la question qui revient chez beaucoup de gens, en fait, c'est ce qui m'a semblé bizarre. À un moment, vous avez dit quelle est la forme d'écologie pour penser l'entreprise. Et en fait, je pense que la question qu'on se pose un petit peu, c'est est-ce que la question ne devrait pas être posée dans l'autre sens, c'est-à-dire quelle forme d'entreprise pour penser l'écologie politique? Parce que c'est difficile de partir de l'idée qu'on se fait de la conceptualisation, de l'institutionnalisation, pour aller sur finalement ce qui pourra être expérimenté plus tard. C'est difficile de parler de construire les concepts avant de se poser la question de comment ils s'incarnent. Je trouve que ça, c'est un peu étrange. Et c'est ça qui fait que, en fait, par exemple, vous avez très peu parlé notamment du travail. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'on peut parler de l'entreprise sans parler du travail? Ça fait partie... Bon, je reste générale là-dessus. Une autre question... aujourd'hui, la notion d'entreprise, on sait qu'elle n'est pas définie du tout juridiquement. Il y a Jean-Philippe Robé qui a beaucoup travaillé là-dessus, Actuel et Ségrestin aussi qui n'arrêtent pas de pouvoir un nouveau droit de l'entreprise. Effectivement, c'est ça qui fait qu'elle est uniquement économique. Et donc, en fait, finalement, si vous ne parlez pas du travail, qu'est-ce qui nous fait sortir de cette vision économiciste de l'entreprise, quoi? Enfin voilà, c'est un peu ça ma question. Alors moi, vous y avez un petit peu répondu, c'est simplement une précision, déjà merci pour vos interventions, une précision par rapport à l'idée de changement en fait, que vous faites, à la fois Alexandre dans ce que tu proposes et que je connais plutôt bien, et aussi Fabrice dans ce que tu as amené à la fin sur la valeur d'usage. Comment est-ce qu'on passe d'expérimentations localisées qui sont très intéressantes et qui effectivement suscitent beaucoup de plaisir aujourd'hui, qui sont considérées comme des vraies alternatives. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à des choses, peut-être à sortir d'une économie de production de masse, par exemple? Est-ce que la question de la valeur d'usage n'est pas uniquement n'est pas uniquement vouée à rester complètement marginale
par rapport à une économie de production de biens, qui fonctionne d'ailleurs sur d'autres leviers, par exemple le levier démographique. Mais voilà. Mais plus largement sur la question donc, de comment est-ce qu'on amène le changement en fait. Comment est-ce que l'entreprise peut être un acteur du changement et comment est-ce qu'en même temps des formes d'institutionnalisation ou d'aide, d'accompagnement de ces changements peuvent être en place. Alors, déjà pour répondre à cette question, ma vision c'est que... alors, premièrement, il y a quand même une énorme partie qui était consacrée justement à ce qu'est-ce qu'une entreprise dans un monde écologiste, on est bien d'accord. Mais je pense que, et ça, à mon avis, c'est une vision interactionniste, à partir du moment où un concept est intégré avec un autre, il va y avoir une influence mutuelle. Ce que je veux dire, c'est que penser déjà à l'écologie politique en soi, théoriquement, et puis ensuite dire « Ah oui, attendez, il faut qu'elle pense l'entreprise, donc l'entreprise va s'adapter à ce qu'on a pensé avant, et point à la ligne », me semble un peu problématique. Alors que être dans cette interrogation de il y a un mouvement qui doit se constituer et qui doit justement pouvoir autoriser des reprises d'ailleurs théoriques de réflexion sur, on a d'un côté une théorisation de qu'est-ce que devrait être, qu'est-ce que pourrait être l'écologie politique, et en même temps il faut que cela puisse permettre de penser certaines choses, l'économie, l'entreprise, le travail, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on est en train de penser sur l'écologie politique? Donc ça m'intéresse particulièrement de savoir justement si toutes les formes de penser l'écologie politique sont aptes à saisir justement des notions comme l'entreprise, le travail, etc. Après, dire que je n'ai pas abordé le travail, en fait, oui et non, oui, pas directement, mais comme je n'ai pas abordé finalement les problèmes de nature, et non parce que c'est en filigrane. Ce que je veux dire, c'est que justement, je n'ai pas voulu me focaliser sur des éléments spécifiques de l'organisation de l'entreprise pour aller vers des structurations de ce qu'est ontologique et organisationnel de l'entreprise. Donc là-dedans, est pensé et doit être pensé intégralement le travail. Ça, on est absolument d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, le problème, c'est aborder l'entreprise en éclatant tout en disant, bon, on va penser le travail, on pensera l'entreprise à un autre moment, on va déjà penser le travail, puis après l'entreprise, on pense l'économie, puis après on pense l'entreprise, on pense, etc. Et à un moment donné, tout ça, il faut aussi penser l'entreprise, conjointement. C'est ça que je veux dire. Et notamment, derrière, donc il faut, vous parliez du droit, alors bon, les travaux de Robé, que je connais très bien, notamment Segresta, justement sont dans cette problématique de redéfinition de l'ontologie de l'entreprise, qui est à l'heure actuelle un des grands chantiers de la RSE. Et je m'inscris totalement dans ce courant-là, complètement. C'est justement, grâce à ça, notamment par exemple les travaux de Banerjee vont totalement dans cette direction, comment arriver à penser ce qu'est l'entreprise quand on veut intégrer, par exemple, des processus de reprise temporelle. Comment on aborde cet objet? Juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Alors vraiment extrêmement compliqué d'intégrer ça. Donc ça voudrait dire que derrière, il faut mettre en place des dispositifs institutionnels capables de penser et de prendre en compte dans le temps des processus de redéfinition. Donc comment on définit ces institutions? Et tout ça, il faut que l'écologie politique le pense. C'est ça que je veux dire. Et à un moment donné, il faut qu'elle le pense réellement. Ce qui n'est pas complètement fait. Voilà. Sur le changement, non? Oui, par rapport au changement, j'ai un peu répondu non. C'est là encore, ça revient aussi à ce que je dis, c'est concrètement, c'est comment on pense donc les dispositifs institutionnels qui sont capables d'aborder ces changements permettant d'arriver à une société qu'on pourrait qualifier de politico-écologique. Oui, du coup, alors je me permets de rajouter quelque chose un peu dans la perspective de ce qu'a dit France et de ce qu'a dit la dame au fond sur plutôt ce que l'entreprise fait à l'écologie que ce que l'écologie fait à l'entreprise. En fait, si on prend les travaux de Léage ou de Frémion, qui sont quand même des gens qui sont assez fondateurs
chez les Verts, on s'aperçoit qu'eux font remonter l'histoire de ce parti et les origines de l'écologie politique à une tendance plutôt libertaire, en prenant comme référence notamment Élisée Reclus. Voilà. Est-ce que ça serait pas possible, parce qu'en fait, voilà, encore une fois, vous essayez de faire une sorte de modélisation, peut-être qu'alors que c'est une bonne chose pour avoir un changement clé en main, enfin, une pensée qui essaye de rassembler, de synthétiser quelque chose de l'ordre de comment réintégrer l'entreprise à une société écologique, en gros, ça pourrait être ça. Le résumé, est-ce que justement ça serait pas possible de diversifier en intégrant les associations, comme a dit Fabrice tout à l'heure, qui sont quand même un acteur majeur de l'écologie politique, mais en intégrant les fondements même intellectuels qui ont fait que le parti d'Europe Écologie Les Verts est ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, ou alors, pour reformuler ma question, quelle place pour une pensée libertaire dans votre manière d'intégrer l'écologie? Et ça marcherait aussi, encore un point, pour une pensée d'ordre communiste, effectivement. Moi, j'ai envie de demander tout le temps, mais de qui on parle, quoi? Enfin, de qui on parle quand on parle d'entreprise? Qui sont ces gens? Et c'est pas comme si ça n'avait pas été conceptualisé dans l'histoire des idées depuis la fin du 19e. Oui, non, ça, je suis entièrement d'accord. Enfin, il y a en partie ça, mais à mon sens, ça ne s'oppose pas justement à une pensée systématique de l'entreprise. Justement. Ça dépend où on met les priorités, quoi, parce que finalement, on en vient à oublier qu'on est en train de parler de, soit de moyens de production, soit de propriété privée, soit de rapport de force, soit d'esclaves, de nazis, d'exploités. Enfin, je veux dire, il y a tout un champ lexical qui disparaît complètement au profit d'un masque un peu homogène qui serait l'entreprise comme une entité un peu sortie de son contexte et qui, comme ça, abstraite, évacue la question du politique, alors même que finalement, ça en fait un exposé très politique. Non, alors là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord, parce que justement, c'est une vision très politique de l'entreprise. Oui, mais est-ce qu'elle est... Alors, ma question initiale, c'est est-ce que ça rentre dans le cadre d'Europe Écologie Les Verts, tel qu'eux formulent leurs origines politiques, en tout cas certains penseurs de ce courant-là? Sur Europe Écologie Les Verts, là, plus pour en avoir parlé avec Yves Frémion, notamment, je suis tout à fait d'accord qu'il fait remonter l'origine de l'écologie politique à Élisée Reclus. Ce que je peux pas, enfin ce que je ne remets pas du tout en question, le problème n'est pas là. D'ailleurs, ce qu'il dit par rapport à Élisée Reclus, c'est effectivement Élisée Reclus était anarchiste, mais surtout ce que Yves Frémion met en avant, c'est le fait que Élisée Reclus, en parcourant le monde, a fait le lien entre des problématiques sociales et des problématiques environnementales. Ça a été vraiment, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a reconceptualisé la géographie à l'époque. Donc c'est vraiment l'axe que Yves Frémion donne au travail d'Élisée Reclus pour fonder l'écologie politique. Et pas tant le côté anarchiste. Et là-dessus, je m'inscris dans une certaine opposition sur le fait que l'écologie politique serait à confondre avec la pensée libertaire. Ça, je suis d'accord. Il y a ce que je tendance à appeler une confusion en 84, quand est fondé les Verts, qui viennent, une grande partie viennent du PSU, sur cette idée que l'écologie politique, c'est les idées libertaires recyclées dans des mouvements environnementalistes. Je pense qu'à partir de là, ça dissout totalement le problème de l'écologie politique. À partir de là, on prend les écrits libertaires, on développe effectivement le côté environnementaliste, et c'est terminé. L'écologie politique en soi n'est plus à penser. Ça s'oppose totalement et radicalement, par exemple, à des travaux comme ceux de Castoriadis, qui s'est élevé très fermement contre la pensée libertaire, ce qui a d'ailleurs créé la scission de socialisme ou barbarie, puisque il y a eu les deux directions. Castoriadis, c'est le fort représentant la tendance libertaire, et Castoriadis représentant la tendance justement qu'on peut appeler politico-écologique. Donc là-dessus, voilà, je suis à très clair, et c'est d'ailleurs un des bases de Grépy, c'est de penser l'écologie politique comme théorie politique à part de théories venant du libéralisme d'une façon ou d'une autre, ou de théories venant du socialisme d'une façon ou d'une autre. Ce qui a été, encore une fois, sur le plan Castoriadis par exemple, l'axe principal de la pensée de Castoriadis. Chez Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas que des libertaires, il y a énormément d'autres courants.
Il y a notamment aussi des éco-communistes, éco-socialistes, il y a des environnementalistes purs qui sont plus dans des actions de lobbying pas forcément politisées. Il y a énormément de tendances. Il y a aussi des tendances, justement, qui essayent de penser ce que pourrait être l'écologie politique en soi. Maintenant, encore une fois, et ça, j'ai pu le constater, justement, quand on commence à planifier dans des commissions programmatiques ce que peut être une politique économique, ce que peut être une politique de l'entreprise, on se heurte justement à ces problèmes. Donc il va y avoir des personnes qui vont dire non, non, il faut que ce soit une gestion libertaire, je caricature, une gestion libertaire, d'autres non, il faut revenir à des bases plus socialistes, etc. etc. Et on arrive à des choses qui sont très très difficiles parce qu'à un moment donné, justement, il y a quand même un impensé quelque part. Alors ça se conclut comment? Ça se conclut, bon, on va rentrer dans la cuisine interne, je ne veux pas, mais au final, il y a un forçage qui se fait par certaines personnes, notamment les élus et les gens qui sont proches des élus, qui vont imposer en fait certaines idées. Donc ce qui a été fait, ce qu'on a tenté de faire en commission, ça tend à passer à la trappe, et puis il y a des forces personnelles qui s'imposent. Bon, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire, personnellement. Et on se retrouve avec des choses qui sont totalement éclatées, et qui ne sont pas très très cohérentes. Vous pouvez trouver des exemples qui se contredisent, d'institutionnalisation d'un point de vue économique en France, par Europe Écologie Les Verts, sur 2 territoires différents. Il y a des fondamentaux, ça je ne remets pas en question, mais quand on fait une analyse fine, il y a des problèmes de cohérence. Voilà. Oui. Oui, à propos d'entreprises et d'exemples de nouvelles niches où des entreprises se définissent plus ou moins comme écolo. Cet après-midi, j'ai découvert un jeune PDG qui s'appelle Paulin de Menton. Il a créé Drivey à partir du mot drive. Il est loueur de voitures avec un système où grâce à Internet, c'est les gens qui s'auto-organisent. Alors il dit, pour le moment, on gère déjà 20 000 voitures, on a 350 000 inscrits et notre entreprise croît de 8% par mois. Et chaque jour, on a 100 nouveaux propriétaires de voitures qui s'inscrivent pour louer leur propre voiture. Et il termine en disant ça se développe tellement que ça y est, on est en train d'ouvrir des bureaux à Berlin. Et moi, j'imagine que pour moi, il est vraiment dans l'hubris et dans son délire. Une fois qu'il c'est ouvert à Berlin, c'est ouvert à Moscou, c'est ouvert à Shanghai, c'est ouvert à Tokyo, etc., etc. Et même dans ces niches soi-disant où on est dans l'économie sociale et solidaire et dans l'écologie et nanani, j'ai l'impression que ce gars il va terminer par s'acheter un yacht et en se disant ça y est, j'ai réussi. Qu'est-ce que ça veut dire réussi? Et je veux avoir un yacht encore plus grand que le yacht de l'autre et avec 2 pistes d'hélicoptère dessus et non pas qu'une seule, etc. Et personnellement, ma façon de faire de l'écologie politique, quand je dis politique, ça veut dire réfléchir à la bonne société. Et pour moi, la bonne société, c'est une société où il n'y a pas d'entreprise. Parce qu'à la base, entreprise, ça veut dire, les mots ont été employés, richesse, pouvoir, prestige. C'est exactement la même chose pour les cités-États de Mésopotamie ou pour un État d'aujourd'hui. N'importe quel chef d'État aujourd'hui dira je veux maintenir la puissance de mon État. Et ça fait 6000 ans que j'appelle ça, pour moi 6000 ans c'est l'histoire récente. Je suis un adepte de ce qu'on appelle la deep ecology. Et donc pour moi il faut intégrer Homo habilis et tout ça dès qu'on parle d'histoire. Et dans l'histoire récente, depuis 6000 ans, il n'y a absolument rien qui a bougé. C'est toujours ces histoires de prestige, de puissance, de richesse. Et donc ça ne peut pas être écologique. Parce que j'appelle une politique écologique une politique qui permet une empreinte écologique minimum, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à l'épuisement des minerais, à l'épuisement des ressources de pétrole, de gaz, etc. Parce qu'on a un mode de vie
tellement tranquille, tellement simple, qu'on n'a pas besoin d'aller racler dans la nature les ressources. Et sur la notion de travail, pour moi, une société réussie, c'est par exemple, c'est Salitz qui cite, les Yérirons en Australie, les linguistes ont étudié leur langue. Dans cette langue, la notion de travail n'existe pas. Le mot pour dire travail, c'est jouer. Donc, pour moi, c'est une société réussie parce que tout ce qu'ils font toute la journée, ça n'est que, il n'y a que des choses agréables. Il n'y a jamais de notion de travail, c'est-à-dire de pénibilité. Travail, tripalium, le tourment, hein, Gorz a fait tout un truc là-dessus. Donc pour moi, entreprise, c'est hors sujet en tant que je suis écologiste politique depuis une quarantaine d'années. Pour moi, entreprise, c'est hors sujet, comme l'État, c'est hors sujet, parce que ça ne peut pas être écologique. Cradle to Cradle, je l'ai lu, le livre, c'est des Allemands, je crois, qui ont fait ça. Et quand je vois que maintenant le président de l'Institut de l'économie solidaire, c'est Serge Auru, avec son horrible VVF, qui a été capable de faire l'huile de palme équitable, enfin, c'est complètement délirant. Pour le coup, il s'est vanté d'avoir divisé son salaire en deux et de n'être payé que 8 000 € par mois. Il s'en est vanté en plus. Hein. Et Cradle to Cradle, c'est une bonne initiative. Je préfère lire BUX. C'est quelqu'un qui sait compter, c'est un ingénieur, je ne sais pas s'il a fait X-Min ou quoi, mais il montre qu'il y a toujours de la perte et qu'on ne peut pas 100% récupérer et qu'avec une voiture on fait une autre voiture et ainsi de suite. Et c'est juste une nouvelle illusion pour croire qu'on continue. Quoi. Il doit être 7 heures. Oui, mais ça c'est effectivement, enfin pour moi, ça, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est que le lieu du débat, c'est précisément la valeur d'usage. C'est-à-dire, on voit que toi, tu as une option qui est très tranchée, très identifiable. D'autres personnes ici, je pense, ont d'autres options sur qu'est-ce que c'est que l'équilibre avec la nature, mais le débat, c'est qu'est-ce que c'est que la valeur d'usage, finalement. Et que le débat, c'est pour ça que tu te retrouves dans la commission économie avec, sur les autres questions, tout un tas de positions différentes, parce que finalement, là, ça va être... autant les gens vont être d'accord pour dire bon, c'est la valeur d'usage le problème, autant sur les moyens, bon, il y a une diversité de possibilités. Et moi, je ne crois pas, enfin j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir en fait, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un type d'institution qui soit l'entreprise politico-écologique. Enfin, pour moi, il y aura toujours une diversité et que c'est peut-être pas forcément ça le problème principal. Mais je ne suis pas sûr qu'on se comprenne bien en fait pour tout un tas de raisons. Mais non, mais qu'on soit clair. Au moment où on parlait du droit des sociétés, par exemple. Et à un moment donné, si on veut mettre en place... Alors, bon, admettons qu'on accepte cette hypothèse de l'entreprise. Si à un moment donné, il faut revoir le droit des sociétés, comment on le revoit? Je veux dire, la question, elle est basique, c'est pas compliqué, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas que ça permet justement une variation énorme d'entreprise. La question, c'est voilà, comment on revoit le droit des sociétés, par exemple. Oui. Et là, justement, le droit des sociétés, c'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Fabrice Ripoll. On pourrait concevoir des dispositifs juridiques qui laissent des marges suffisantes pour la diversité des entreprises. Oui. Et justement, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité tellement adaptée. On a parlé de la SKI tout à l'heure. Il y a eu des tentatives d'avoir d'autres dispositifs juridiques, mais ça n'intègre jamais. Alors, moi, je ne pense pas comme le monsieur qu'il faille plus de travail, mais je pense qu'il faut élargir le concept de travail à celui d'activité. C'est quand même déjà différent. Et ça, on peut le faire avec des approches diverses de l'entreprise. C'est pas contradictoire, en fait, ce que vous dites tous les deux. Non, pour moi, surtout c'est pas contradictoire. Ouais, c'est plus le vocabulaire qui est... Oui. Et qui est, à mon avis, difficilement exportable. En dehors de la discipline, à mon avis. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai, parce que... L'entreprise, c'est pas un concept pour moi. Parce qu'il y a tout un tas d'écrits sur l'entreprise qu'on retrouve pas dans ce que tu dis, en fait. Du coup, moi, je trouve qu'on a vraiment du mal à comprendre où tu veux en venir, en fait. Sauf si c'est une feuille de route pour le changement dans le cadre d'un think tank qui a pour but d'appliquer une politique hyper clairement identifiable. Après, si c'est dans ce sens-là, moi, ouais, mais du coup, il y a toute une partie, dans ce cas-là, la modernité, la position, dont ça vient justifier. on ne voit pas vraiment...
Bah, si, non, mais je veux dire, il y a un moment donné, encore, je comprends la critique, que le langage ne soit pas effectivement exportable. Ça c'est une vaste question. Question d'ailleurs de multidisciplinarité, comment parler entre disciplines. D'ailleurs, ça c'est aussi une question moderne, la fragmentation entre les disciplines. Et je suis entièrement d'accord que c'est pas évident. Mais inversement, je veux dire, quand les écologistes viennent parler directement à des comptables, voire des économistes, c'est vraiment difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est je suis d'accord sur le problème du langage. Après, ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus, évidemment, sur les possibilités d'articulation. Ce que je veux dire, c'est que, comme j'essaie de mettre en avant, je viens initialement d'un monde qui n'était pas du tout le monde de l'entreprise. Je veux dire, tout ça, c'est quelque chose qui n'était pas... J'avais aucune acquaintance avec ça en plus, et aucune familiarité. Et en plus, avant même d'entrer chez Ever, j'ai été pendant longtemps chez Attac et un mouvement altermondialiste. Je veux dire, bon, c'est clair que l'entreprise, pour moi, c'était l'objet à abattre. Bon. Et à un moment donné, justement, par ce biais multidisciplinaire, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles possibles? Et effectivement, se pose la question du langage. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais là, c'est encore un vaste débat. Il faudrait un autre exposé pour réexpliquer la question du langage. C'est sûr. Par exemple, la notion de capital, comme tu le disais tout à l'heure, ça pose un énorme problème quand on veut communiquer, par exemple, ne serait-ce que ça. Peut-être une dernière, ce qu'il est l'heure, là? Non? Juste, voilà, peut-être une erreur, je ne sais pas qui a dit que... comment dire, ce que tu fais, Alexandre, finalement, moi je le comprends comme une tentative de théorisation et il y a effectivement énormément d'expérimentations concrètes qui sont sur ce genre de choses et la question... mais les deux mouvements ne peuvent que s'accompagner et se nourrir. Et le concept est important, le concept d'entreprise, à mon sens, est important. Au contraire, c'est pas un concept, mais c'est une chose, c'est une réalité. Mais je viens de l'entreprise. Moi aussi. Des dizaines d'années. Non, mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que les tentatives se recouvrent mais enfin voilà, c'est juste pour dire ça. Pour moi, les deux approches, celle d'essayer d'accompagner les expériences en cours et celles qui sont les approches d'essayer de lancer et de proposer quelque chose qui sort du préconçu qu'on a dans l'entreprise sont complètement complémentaires. Il y a quand même un souci, on parle d'un parti politique et on évacue complètement la question de l'orientation politique, quoi. Enfin, je veux dire, essayer de... Enfin, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti politique, on est d'accord, c'est le gens qui se présentent aux élections. Donc si en permanence on essaye d'évacuer la question de quel sens ça a dans l'histoire des idées en référence à des positionnements politiques qui sont quand même clairement identifiables, c'est là que ça pose un tout petit peu de problème. C'est-à-dire que, encore une fois, vu qu'on fait un saut des Assyriens jusqu'à 2014 en oubliant tout ce qui s'est dit chez les libertaires, chez les communistes, dans le libéralisme économique, et qu'il n'y a pas de référence à ça. Mais il ne s'agit pas forcément d'oublier. Ça neutralise un peu le... Il s'agit de dire, dans un moment, dans un espace qui est celui-ci, dire autre chose pendant un temps, quitte à le raffiner dans d'autres espaces et dans d'autres lieux. Je ne pense pas que Alexandre oublie ce type de réflexion. Non, c'est quand même assez réducteur. Non, c'est pas du tout mon objectif. Ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de montrer ce qu'était une réalité de l'entreprise. Après, effectivement, que l'entreprise a été pensée dans les milieux libertaires, communistes, socialistes, etc., ça, tout à fait. Encore une fois, on a un autre exposé pour expliquer pourquoi ça, c'est différent de l'entreprise libertaire conceptualisée. Par exemple, en quoi ça s'oppose aux expériences qu'il y a pu avoir sous Tito des auto-organisations. Pourquoi ça s'oppose effectivement au capitalisme d'État qu'il y avait en URSS, pourquoi ça s'oppose même au fondement de l'entreprise marxiste. Tout ça, je suis entièrement d'accord, il faut le dire. Là, déjà en 40 minutes, c'était chaud. On peut pas... c'est un travail qui est massif. Ce que je veux dire, c'est pour ça que j'insistais sur l'ouverture du débat. Je pense qu'il y a un débat à ouvrir qui n'a pas vraiment été posé dans ce sens-là. Et après, venir confronter en disant oui, mais peut-être qu'en fait la solution, c'est une entreprise plutôt libertarienne.
soit on compare et on regarde en fait ce qu'il en est. Et je veux dire, ça ouvre une porte sur parlons véritablement justement de l'entreprise, là où on veut aller, ce qu'on veut en faire. Alors justement, enfin, en termes d'intelligibilité, on parle de politique, de sciences politiques, philosophie politique, n'utiliser pratiquement aucune des catégories de philosophie politique classique, là justement tu reviens vers des catégories où les gens commencent à comprendre, Tito, tout ça. Bon, après on peut revenir encore disons plus large, en allant en dehors de la modernité, effectivement, vers les Assyriens, alors soit dans le temps, soit dans l'espace, en allant en Nouvelle-Guinée ou dans la forêt amazonienne. On suit, mais précisément ce qui caractérise la pensée latourienne, c'est précisément de ne pas se référer à tout ça. Et donc du coup, la philosophie politique, la pensée politique, n'a pas de prise. On ne sait pas de quoi on parle. Enfin, moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec Latour. Latour ne dit rien, mais rien aux gens qui travaillent en philosophie politique et sociale. C'est une espèce de construction singulière d'un personnage. Bon, ça c'est un débat qu'on a ensemble, évidemment, on n'est pas d'accord là-dessus, mais... Non, mais moi, par exemple, constate, si tu veux, que dans mon domaine, les gens qui se saisissent de Latour arrivent tous à un constat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et le seul point de raccrochage, le seul point où on peut se raccrocher avec Latour, c'est le pragmatisme, qui est d'une flexibilité totale. Et on peut faire dire n'importe quoi au pragmatisme, donc du coup, ça ne solutionne pas vraiment le problème. Ça, le pragmatisme est revendiqué par des courants complètement opposés. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de pragmatisme ici. Oui, mais donc du coup, après, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas socialiste, c'est pas libéral, c'est autre chose. On est complètement d'accord là-dessus. Mais là encore... Comment identifier la chose que fait? Dans ce cas-là, on est obligé de prendre des concepts, partir de ce qu'on connaît, pour identifier quelque chose de nouveau. En général, on fait comme ça. Donc là, c'est un peu on va arrêter de toute façon le temps passé là. Moi, c'est vraiment la difficulté que j'ai. Et tu parlais de Céline, je veux dire, Céline et Latour ne sont pas si éloignés de ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu un débat très intéressant l'année dernière entre les deux. Entre Céline et Latour. Céline. Marshall Céline. Ah, Céline. D'accord. Excuse-moi, c'est la française. Et ce que je veux dire, c'est que moi, mon constat, c'est que justement, en dehors de la France... C'est-à-dire pas sur la frugalité, sur les trucs comme ça, c'est pas là-dessus que ça s'est... Je suis d'accord, c'était un débat anthropologique. Ça, on a absolument d'accord. Anthropologique, c'est-à-dire anthropologue, sur une question qui est déjà bien bornée, enfin, je vois à peu près de comment... Oui, c'était sur Ontological Turn. J'ai lu ce truc-là. C'est pas compréhensible non plus par la philosophie politique classique. C'est vraiment... Il y a tellement de présupposés avant, on ne peut pas comprendre si on n'a pas lu en gros tout Latour, si on n'a pas suivi le débat, l'évolution de Salins, parce que quand il écrit H de Pierre, H de Mondance, il est très loin de tout ça, et il est beaucoup plus proche de la philosophie politique quand il écrit ce bouquin-là, et c'est pour ça qu'il est plus compréhensible. C'est pour ça, en fait. Oui, non mais... Parce que ça rebondit quand Salins dit il y a la frugalité, finalement, Smith il dit la même chose, Thomas d'Aquin il dit quelque chose qui est similaire, donc ça va, on voit où on est. Sur la frugalité chez Smith, il faudrait qu'on en discute aussi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon ressenti, justement, ce que j'ai pu voir, alors, pas uniquement sur les sciences de gestion, mais d'un point de vue économique, justement, et de philosophie économique internationale, c'est que Latour est de plus en plus mobilisé. Donc en fait, on n'a pas les mêmes ressentis là-dessus. Je veux dire, actuellement, quand je vais... Quelles économies, c'est ça? Si c'est Baumol, ça m'étonne. Ah mais non, je parle pas de Baumol, non, je parle vraiment dans le champ de l'économie qui s'intéresse aux problèmes écologiques et de soutenabilité. C'est une économie très très hétérodoxe. Je veux dire, il y a un mouvement à l'heure actuelle qui se sent, d'ailleurs, il y avait un cadre qui était très mobilisé, alors pas forcément sur l'écologie, mais dans des économies très hétérodoxes, qui est le cadre foulcadien. Ça, il y a eu les courants Bourdieu, après il y a eu les courants foulcadiens, et actuellement on est sur, on se saisisse de Latour. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais parce que oui, le problème, c'est que nature chez Latour est trop vague. En fait, ce qu'il veut dire, c'est biosphère. Clairement. Oui. Il y a tout un tas d'oppositions qui tombent à partir de ce moment-là, c'est un peu trop massif. Là encore, il y a, justement, il essaie de détailler ça avec la théorie de Gaïa actuellement. En plus, moi, il faut que je parte. Oui, non, bon, voilà, il y a quand même un quart d'heure.